Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle quotidienne du Basket Lab avec aujourd'hui un nouvel invité. C'est Vincent Vincert. Comment est-ce qu'on doit t'appeler, Vince? Tout ça dans l'ordre, s'il te plaît. Vince du trèfle, notamment. Hein. Tu fais partie du trèfle et tu postules pour le Celtics Blog, toi, pour l'an prochain, c'est ça? Mais c'est s'ils me prennent en français, avec 8 fautes par mot, pourquoi pas. Non, pas du tout. Alors qu'on salue Flo, on salue Daimzao qui est déjà par là. Joe Bro, salut, premier message dans le chat, bienvenue à toi. Yuma, Starting 5, Eric Spochetron, bonsoir Eric. Rejaviv, comment je dis? Rejaviv, tu me dis. On nous entend, super. Vafat, bien sûr. Clément, bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Et toi, Vince, comment ça va? Très bien. Je sors de l'entraînement, je suis pleine balle. Entraînement de quoi? Basket? Tennis. Ah d'accord, ok. On essaie de se maintenir. Félimorphis, salut, bienvenue, bonjour, re-bienvenue à toi. Et bonsoir, on peut dire aujourd'hui. Basket, t'as jamais trop fait basket alors? Ben non, j'ai mis mes enfants. Du coup, tu vois, j'investis long terme. Et les deux, ils y jouent et moi, j'ai jamais fait en club. Ok. Après, tennis, c'est quand même j'ai l'impression que tennis, c'est un cross-sport, quoi. Tu vois, il y a plein de footeux qui aiment bien jouer au tennis, il y a plein de basketteurs qui aiment bien jouer au tennis. Enfin, moi, je viens du tennis, d'ailleurs, à la base. C'était mon premier amour, mais j'ai l'impression que tennis, tout le monde peut y jouer, quoi, en fait. Je sais pas. Ouais, tu vois, mais moi, tu me fous une raquette entre les mains, je suis le plus heureux du monde. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Tu vois, là, ils arrivent avec le pickleball, là, un truc nord-américain. Faut que je teste. Je sais pas si ça va me plaire ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des nouveaux sports de raquettes qui sortent et ils sont de plus en plus ludiques en plus, a priori. Paddle, t'as déjà testé ou pas? Oui, bien forcément. En fait, c'est limite, tu vois, ça paraît une évidence parce que c'est presque une continuité. Alors, moi, je suis moins fan finalement. Tu vois, j'avais arrêté le tennis, j'ai fait un peu de paddle, je dis non, mais en fait les gars, si je peux jouer au tennis, c'est quand même 10 fois mieux, quoi. Ça me paraît 10 fois plus intéressant au final. Ouais. Donc voilà, mais oui, c'est de plus en plus ludique et j'ai l'impression qu'il faut dessus, quoi. En fait, sur ce côté, allez-y, tout le monde peut jouer, on rétrécit les cours, c'est moins dur physiquement. J'avoue que j'ai jamais testé encore le paddle, mais ça prend à une vitesse assez folle. Mais c'est bizarre parce que les gens disent non, le paddle c'est bien parce que t'as pas besoin d'apprendre comme au tennis ou au tennis il faut d'abord apprendre, quoi. Mais... Voilà, en fait, techniquement, toi tu vas arriver, tu vas taper dans ta balle, la balle revient tout le temps, donc tu peux vite t'amuser. Et à tout âge en plus, je pense. Ouais. Moi, c'est un peu ce qui se dit, ouais. Après, moi, je sais pas, parce que moi, comme je te dis, j'ai fait du tennis très jeune. Guillaume qui invite des fans des Celtics tous les jours, on va finir par comprendre les préférences. Excusez-moi, oui. Je suis un ancien fan de Boston, moi. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas de reste. Vraiment, j'ai aucun reste, à part mon amour de... paddle, magnifique. Mon amour de Rondo et mon amour de Ray Allen, dont j'ai le maillot, mais c'est tout. Il reste plus rien, vraiment plus rien, pour le coup. Depuis quand t'es fan, d'ailleurs, toi, de Boston? Post-trade Pierce Garnett. Ah d'accord, je pense on s'est croisés non, mais je pense que l'année d'après, je dois pas avoir beaucoup de matchs. De toute façon, je dois pas être équipé pour avoir beaucoup de matchs. J'essaie de me rappeler aussi avant que la fibre, tout ça existe et tout, comment ça se passait. Je pense que je devais suivre beaucoup de box score au début d'année. Ça a dû venir d'un jeu vidéo, tu vois, au départ. Ouais. Très certainement, peut-être un NBA Live certainement. Et après, moi surtout, ce qui m'a fasciné, c'est les années Bill Russell en fait. Je croyais que t'étais jeune, mais t'es vieux en fait. Je suis très vieux. On m'a traité de daron aujourd'hui, donc pour la première fois de ma vie, et je suis pas bien de ce point de vue. C'est la première fois que me dit si c'est un truc de daron. Je dis je suis pas un daron, et ma petite alternante me dit si. Et là, j'étais pas bien du tout, mais factuellement, je crois qu'elle a raison. Mais non, après, je me suis surtout, moi, ça m'a les années Russell et un peu ce qui s'est passé autour du basket à son époque, c'est un peu pour ça que ça a pris Boston en fait, moi au départ, autre que l'équipe. Et après, je me suis mis à suivre. Je pense que ce qui a fini de greffer tout ça, c'est Isaiah Thomas. Ces années. Ah. Bah, tu vois, moi, c'est les années où j'aimais moins Boston, moi, pour le coup. Enfin, j'étais déjà plus fan, mais je veux dire, j'étais pas hyper fan de cette itération de Boston. Je sais pas pourquoi. En fait, j'aimais bien Washington. J'étais un peu dégoûté qu'il soit pas passé, oui. Tu vois. J'aimais bien les Cavs aussi avec Kyrie, que j'adore. Enfin, je sais pas. Daimzo a mis ses kids au paddle. Ouh, technique celle-là, Daimzo. Bravo, ouais. Bravo.
Tu l'as ou pas, Vince? Plus, ma fille a tous les kits paddle, je pense. Et je crois qu'elle a la collecte. Mais sous-côté, et vachement sous-côté comme BD kit paddle. J'ai l'impression que c'est pas aussi connu que d'autres, mais j'adore. Et tu vois, je n'en ai jamais lu un, mais je les possède. Ah oui, d'accord. Ok. Ils sont dans la maison. Surcoté de fou, on nous dit Doc Rider. Non. Après, je t'avoue que j'ai pas lu depuis que j'ai quitté le CDI du collège. Donc peut-être que c'est peut-être que c'est pas pareil quand t'as 13 ans, mais ok. On salue Bam Zerito, bien sûr. Bonsoir à tous. Enfin, un fan de Boston intéressant. Celle-là, je pense qu'elle est pour Azad. Qu'est-ce que je lis aussi? Djokovic, un petit cœur pour Djokovic, oui. D'ailleurs, ça me fait marrer, vu qu'on parle un peu de tennis, que actuellement, le meilleur, il s'appelle Sinner. Sachant qu'il a été pris pour dopage. Enfin, littéralement, son nom, c'est le pêcheur, quoi. Je sais pas, je trouve ça rigolo. Et il paraît qu'il est fort, qu'il est pas mal. Franchement, moi, je joue beaucoup plus que je n'en regarde. Par contre, j'ai vu des vidéos, là. C'est assez phénoménal. Je sais pas combien il mesure, mais du haut de son mètre 90, 13, 15, je sais pas, il se déplace. Et moi, je pensais qu'il avait pas une bonne main, et en plus, il a une main, quoi. En plus, je pensais que c'était juste du droit-gauche à 100 à l'heure, et franchement, ça a l'air assez monstrueux, quoi. L'auteur de Kid Paddle, il a pas super bien tourné. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a loupé encore? Je suis pas au courant de ça. Surcoté car trop sous-côté. Ouais, d'accord, donc le Jamal Murray de la BD. Ok. Surcoté comme Paul George. On va peut-être en parler bientôt. Salut JK, bonsoir. Biggie Talk aussi. Okoro FC, bienvenue. J'espère que vous allez bien. C'est un raciste. D'accord, mais j'avais pas suivi l'affaire. On peut politique, on peut en parler. Vous pouvez en parler après. Bon, je vais peut-être parler tout si vous dites tout. On va rester sur le basket peut-être. Mais ok. Est-ce que vous avez suivi la news sur Terry Rozier, nous dit Feli Morphis? C'est dingue ça. Bah tiens, toi, c'est un ancien de Boston, tu l'as connu. T'y crois ou pas le fait qu'il a pu louper des tirs pour de vrai? Pour de vrai, je pense qu'il a pas besoin de les louper pour de vrai. Bah ouais. Je pense qu'il se suffit à lui-même, Terry, quand même. Je suis d'accord. Moi, j'ai des cauchemars de sa finition au cercle dans ces 2 dernières années à Boston. C'est-à-dire qu'il avait la capacité d'y aller et je pense qu'il se retrouvait sans main proche du panier. C'était un truc de fou. Je pense que je vois pas comment est-ce qu'ils vont arriver à prouver qu'il a loupé des tirs pour de vrai, quoi. Enfin, en faisant exprès, quoi. Parce qu'en fait, tu regardes juste sa carrière en entier. Ou alors c'est un coup de maître. Genre, c'est-à-dire, c'est le coup du siècle. Toute la carrière, elle fait exprès de louper des paniers. C'est quoi le match? Parce que moi, j'ai pas suivi la news là. Je travaille toute la journée, donc. Ah pardon. Alors la news, oui, c'est vrai, t'as raison. La news, c'est que apparemment, il y aurait une enquête comme quoi en 2023, Terry Rozier aurait truqué des paris sportifs. D'accord. Voilà. C'est ça, donc un peu en mode de John T. Porter, quoi. Et donc c'est un peu rigolo parce qu'il y a ce côté. La blague de est-ce que vraiment il a fait exprès de louper des tirs ou est-ce que c'est pas juste Terry Rozier d'habitude, quoi. Donc ça vanne un peu là-dessus, mais ouais, surtout qu'il fait 2 sur 4 sur le match en question, nous dit Eric. C'est au contraire, il fait c'est au contraire le fait qu'il ait une bonne adresse qui soit suspect. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il avait dû mal boucler les fins de mois à 25 par an. Ouais, 25 par an dont 23 de trop, je pense. Ouais, non, mais alors, comme si les Hornets en avaient besoin, nous dit Okoro FC. Mais effectivement, les Hornets, j'ai vu passer un tweet, là, je l'ai mis dans le Discord. Je peux essayer d'aller le retrouver, je l'ai mis dans le channel de nos amis, les Hornets. On pense à Sixer là, d'ailleurs. Malik Monk, qui était sous crack, je lis le tweet, hein. Miles Bridges, violence domestique. James Bouknight, qu'est-ce qu'il a fait déjà? C'est DUI ou je sais plus. Il lui arrivait un truc. Kai Jones qui avait un épisode un peu schizophrène là, tu sais, en live sur Insta ou je sais pas quoi. Sur Insta, ouais. PG Washington Groomed, il y a marqué Groomed, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et Terry Rozier donc qui a pas lancé des matchs. C'est vrai qu'à l'époque Charlotte c'était sympathique, hein, mais bref. Wow. Et au milieu de tout ça, Grant Williams va chercher des mecs pour faire des jeux de société, quoi. C'est catastrophique. Mais ouais. Driver sous influence, d'accord. Ok. DY. Ouais, mais c'est DY, je connais, mais là il est marqué DW I. Ou c'est peut-être une erreur du mec, hein, cela dit. Mais bref, bon, j'espère que vous allez bien. Oui, alors désolé pour hier. Peut-être certains n'avaient peut-être pas l'info, mais c'est vrai que quand on a un match du PSG ou de Ligue des Champions, c'est vrai que on fait pas forcément une quotidienne. Je l'avais un peu dit mardi soir, mais peut-être que c'est un peu passé à l'as. Mais voilà, c'est pas sûr, hein. Il y a des fois peut-être on le fera. On va pas se priver de faire des quotidiennes à chaque match de Ligue des Champions, mais voilà. Hier, grande soirée. Je crois que toi, Vince, t'es fan de Monaco. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Monaco? J'ai arrêté le match à la 4e minute. Ah bon, il s'est passé quoi? Ils ont perdu?
Donc il y a Penaud à la 4ème, je dis c'est bon, on joue l'Inter, ça joue l'Inter, c'est une machine de guerre. Penaud à 4ème, on a dû prendre un rouge à la 20ème. Et je peux pas te dire le score final, 2-3-0, 4-0, je ne sais pas. Et ce qui me fout vraiment les boules, si tu veux qu'on aille plus loin là-dessus, c'est qu'on risque de jouer le barrage. Il y a une chance sur 2 pour qu'on le joue contre Paris, justement. Parce que Paris va prendre ou Monaco ou Brest. C'est vraiment nul, pour le coup. Ah, mais c'est nullissime, ça, j'ai vu, c'est nullissime, ouais. Tu vois, enfin, je crois que l'autre potentiel, c'est Benfica. Moi, je veux bien perdre, hein, j'ai pas de problème, mais me faites pas rejouer. J'ai pas envie de jouer 5 fois Paris cette année. Enfin, et même, t'imagines Brest, ils veulent vivre un truc européen et. Ah, trop cool! Et on perd contre Paris. Ok, bon, super. Waouh, d'ailleurs, ils peuvent gagner, hein, je sais rien, mais. Mais non, mais c'est vraiment pas de bol que ça tombe comme ça. C'est vraiment... Alors qu'on salue, c'est Didier. Salut l'équipe, nous dit-il. Ça fait beaucoup de salut. Salut, c'est Didier qui nous dit salut l'équipe. Bienvenue à toi. Jedi Padawan, bon retour. Comment tu vas, Jedi? Qui nous dit qu'attend le FBI pour enquêter sur Jaylen Brown. Du coup, est-ce qu'il est coupable? Il est coupable pour sûr. D'ailleurs, podcast demain. Mes amis, podcast demain sur des faux trades, des fake trades, bon, un peu pour rire, mais un peu sérieux, avec Azad. Vous allez repérer un moment, bon, voilà, le moment Azad, j'en dis pas plus. Brest va écrire l'histoire, attendez seulement, ouais, on verra ça. On verra ça. Bon, si tout le monde va bien, on peut commencer, Vince. On est parti. D'ailleurs, je précise, Vince qui a accepté très très gentiment de venir un peu au pied levé. Pour pas que je sois tout seul pour jouer avec la trade machine. Qui s'est invité, carrément, on peut le dire. Qui s'est un peu invité. Non, j'ai dit comme ça dans la vraie vie. Si vous habitez pas loin de Limoges, je peux m'inviter comme ça, des apéritifs, sans problème. C'est quand même moi à la base qui ai dit si quelqu'un veut venir, il peut, parce que sinon je suis tout seul. Et donc Vince a dit bah ouais, carrément, je viens. Donc c'est parti. Ah oui, d'ailleurs, petit moment promo, vous avez sorti un podcast, Vince, sur le trèfle, c'est ça? Yes, ouais, sur bilan de mi-saison. Bilan de mi-saison en mode dépression parce qu'on sait pas trop où on va. On essaie de trouver des pistes pour que ça aille mieux. Voilà, et dans les jours qui viennent, on va essayer de faire sortir un truc un peu fiction où pour rien révéler, on va essayer de jouer les assistants de Brad Stevens avant la trade deadline. Voilà. Qu'est-ce que donc des faux trades également, quoi, des trades un peu théoriques, etc. Oui, mais que sur Boston, on va essayer de faire ça pour se marrer un peu parce que je pense qu'il se passera rien. Ok, bon voilà, le trèfle, vous connaissez évidemment Eric, non, Vincent, pardon, je lis un message d'Eric, c'est pour ça que j'ai acheté appelé Eric. On est parti, le premier match de la soirée, on se décrypte les box scores tranquilles. 106-82 pour les Raptors contre Washington, donc bon, ça compte pas vraiment. Ce qui est notable, c'est toujours Scotty Barnes qui fait une plutôt bonne saison pour le coup, surtout en ce moment, ça joue pas mal. Ils vous ont battu d'ailleurs, je crois, il y a quelques temps, les Raptors, si je dis pas de bêtises. Ça a dû participer un peu à ta déprime, pour le coup. Ouais, non, et encore, je suis pas un grand déprimé, moi, mais effectivement, ouais, c'est... Après, t'es pas un grand déprimé, tu viens de nous dire que t'as coupé le match au bout de 3 minutes parce qu'il y avait un péno. Mais... non, mais ça, c'est un autre sport. Tu vois, on n'a pas gagné récemment, donc j'ai pas ça pour me raccrocher, au niveau du foot. Mais ce qu'il y a avec Toronto, ce qui est dommage, c'est que t'as une non-saison de Quickley, en fait. Ouais. C'est un peu dommage. On attendait tous qu'il soit passé au révélateur, un peu de plus de volume, etc. Et finalement, c'est quoi? Il est des blessures, en fait. Bah, il est jamais là, en fait. Ouais, ça joue jamais. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vois à l'écran, là, je le décris. Jakob Poeltl, qu'est-ce qui est très fort, pour moi sous-estimé, payé 20 millions l'année, excellent défenseur, du passing, etc. Regardez ce que font les Raptors, pick and roll 4-5 avec Jakob Poeltl en porteur de balle et Scotty Barnes en poseur d'écran et Jakob Poeltl qui l'envoie à l'hoop. Voilà, Jakob Poeltl, il va pas bouger malheureusement à la trade deadline vu qu'il a encore 3 ans de contrat. Donc Masai Ujiri il va dire bah non, je les change pas, j'attends les 6 derniers mois du contrat avant de les changer. Mais je rigole un peu, mais pour moi, ça peut vraiment être quelqu'un qui change un peu la phase d'une équipe, quoi. Je sais pas qui c'est qui aurait besoin de pivot, je sais pas si ça peut être Boston d'ailleurs, au passage. mais voilà, pour moi, c'est un vrai excellent titulaire NBA. Mais bon, les Raptors, ça va mieux, mais en même temps, pas très intéressant de voir ça contre les Wizards. Donc on a 24 points de Scotty Barnes, on a pas grand chose d'intéressant, que Ochak Baji qui joue pas mal cette saison, qui met un peu ses tirs. Davion Mitchell qui est revenu dans la rotation, c'est peut-être ça d'ailleurs qui aide un peu, que Mitchell un peu compétent, il revient dans la rotation. Bruce Brown aussi qui fait 20 minutes, on sort un peu Bruce Brown avant de l'échanger, je pense que c'est un peu l'idée. Donc voilà, tiens, notre ami Orlando Robinson, 3 sur 8 au tir, 10 points.
Moi, je t'aime bien, Orlando Robinson. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quickly 9 matchs cette année, hein, donc vraiment, il est blessé tout le temps. Côté Wizards, qu'est-ce qu'on peut voir là? Il n'y a pas Alexar? Non, il n'y a pas Alexar apparemment sur ce match-là. Oula, c'est mauvais signe. Johnny Davis a joué 8 minutes 19, ce qui veut donc dire qu'il y a eu 8 minutes 19 de garbage time. Voilà. C'est un peu l'idée, malheureusement. Il était drafté haut, hein, d'ailleurs, Johnny Davis. Je crois qu'il était loterie, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, pardon. Loterie, oui. J'arrive plus à articuler déjà. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat, Poole il fait une belle boost sur ce match-là. J'ai pas regardé, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, oula, oui, 1 sur 9. 1 sur 9, 3 points, c'est ça? Non, oui, 3 points, ok. Mais j'ai jamais compris les gens qui aimaient bien Jordan Poole, hein. Je t'avoue que ça me dépasse. Bref, avançons, on va pas rester sur ce match-là. Autre match de la nuit, victoire des Pacers 133-119 sur nos amis les Pistons, qui étaient bien lancés, mais les Pacers sont pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on a sur ce match? Kate Cunningham, encore une fois, 32 points, 9 assists, c'est pas mal du tout. Tobias Harris, il fait une bonne saison, hein, Tobias Harris au final. Oui. Il est bien pas. dans son rôle en fait. Non, mais il est bien. Enfin, c'est typiquement le genre de mec qui fait quand même du bien dans des équipes pas compétentes au départ, donc en fait, il est à sa place. Oui, c'est un peu l'idée. Tu penses quoi de Kate Cunningham? T'en es où à peu près sur lui actuellement? Parce que je te demande parce que ça s'enflamme quand même beaucoup, quoi. Eh ben, est-ce que cette année c'est pas sa vraie première saison où en fait on voit le mec qui était projeté pré-draft en fait, donc j'attends quand même de la continuité, mais c'est plutôt assez cool ce qu'on voit. Donc moi j'attends que de la continuité. Est-ce qu'on va continuer à lui donner un roster où il peut s'exprimer aussi dedans? Est-ce qu'il va jouer régulièrement aussi? Parce qu'en fait tous ces jeunes qui font des saisons à 30 matchs, en fait ils n'ont pas le temps de progresser en fait. Ouais. Ils n'ont pas le temps d'avoir des répétitions, de faire des erreurs, qu'en fait, c'est assez dramatique souvent. Moi, j'ai un peu la même chose avec Zion, tu vois, en fait. C'est si t'es pas là régulièrement, comment veux-tu apprendre et progresser, même si t'es déjà très fort au début, donc qui continue à jouer. Ça gagne un peu des matchs, ça doit être cool, ça doit leur faire du bien. Je pense que le plan d'amener des mecs qui shootent, c'était quand même pas déconnant. Oui, d'ailleurs on voit sur les images des highlights là, de Cunningham que y a des lignes drive ouvertes, il y a de l'espace à l'intérieur pour aller au panier et ça marche. C'est surprenant. Et c'est assez marrant parce que Bickerstaff il a l'air vraiment bon dans ce genre de projet en fait. Ouais. Parce qu'au début à Cleveland, c'est un peu lui qui met en place une équipe plutôt compétente quand même. Oui, ça fait. Alors, même si à très très haut niveau, c'est peut-être pas haut niveau justement, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. Il a quand même élevé assez haut. On va dire que c'est un élévateur de niveau minimum, on va dire, de plancher. Ouais. Après, voilà, c'est ta Mark Jackson et t'as Steve Kerr, quoi. Maintenant, 10 ans plus tard, t'as Bickerstaff et t'as Atkinson. Voilà, pour moi, c'est un peu l'idée, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat aussi? On nous dit, évidemment, fan de Boston, Davion Mitchell versus JB, évidemment, Jaylen Brown. Ah ouais, on en est là. J'en ai manqué un aussi, ouais. Potel plus Quickly contre Jaylen Brown, ouais. Bon, ça, vous les reconnaissez, hein, les fans de Boston. Enfin, surtout les fans du Basket Lab, peut-être plutôt. Parce qu'il y a des fans de Boston qui défendent beaucoup Jaylen Brown, mais oui. Oui, effectivement, le pick and roll, la couverture Valanciunas Kuzma était pas top. Et Mohamed The God qui nous dit pick 8, le Johnny, ouais, c'est un peu un échec, hein, le Johnny Davis. Il était pas méga vieux en plus, lui, non? Il était peut-être un peu plus vieux, ouais, peut-être. Je t'avoue que c'est pas une draft que j'ai suivie de près. Donc peut-être. De beaux crash à Washington, ouais, bravo. Pistons Pacers, ça rappelle les années 2000. Mais pas le score. 133-119, ça rappelle pas totalement ceci. Bon voilà, alors côté Détroit, malheureusement, j'ai un peu l'impression que c'est un peu plus viable, tu vois, mais en gros, il y a Cade et il y a les autres, quoi, grosso modo. Encore une fois, Tobias Harris, 19 points, 8 sur 19. Voilà. C'est Tobias Harris, il fera pas plus. T'as besoin de plus, il fera pas plus. T'as besoin de moins, il fera pas moins. C'est ça. Non, par contre, c'est vrai que Hardaway Jr. est en fin de contrat. Ça pourrait être un atout assez pas mal que Détroit pourrait dégainer, parce qu'en plus, ils ont beaucoup de cap space en fait. Donc le fait de sortir un contrat, ça leur permet d'en encaisser beaucoup plus en retour. Donc je pense que Hardaway pourrait être amené à bouger. Donc voilà, bon, pas grand chose de plus à dire côté Détroit sur ce match-là. Côté Pacers, qu'est-ce qu'on voit? J'essaie de vous lire. Comment? Très bon Siakam a priori.
Ah, il y a Tom qui est dans le chat aussi. Salut Tom. Tom, hello la team, je passe quelques minutes en coup de vent, impossible de rater. Ah bah c'est gentil. Merci Game pour la question dans l'hebdo sur le poste de shooting guard. Vous l'avez traité avec beaucoup de sérieux. J'ai vraiment apprécié. Ouais, on a une explication historique de la part de Azad. Oui, pardon Tom, il faut qu'on se capte par message, mais Tom va venir sur la quotidienne aussi. Je crois que j'ai un message de retard pour le coup. Tom, tu m'excuses. Il y a des joueurs qui donnent un plancher, Tobias Harris, il donne des sous-sols. Elle est pas mal, celle-là. Ou alors, je sais pas, des sous-sols, ou alors il donne, je sais pas moi, c'est un canapé, quoi, tu vois, c'est genre, c'est ni plancher ni plafond, c'est là, quoi. C'est là. C'est une desserte, en fait. C'est confortable, quand même, Tobias. Ouais, c'est ça, c'est confortable. Ouais, c'est un peu l'idée. Il a combien cette année, Harris? Je vais chercher le contrat, parce qu'en fait, c'était quand même ça la grande question. Il a un petit salaire, mais ça va. 37 points de Siakam, pardon, je reprends le fil un peu. 37 points de Siakam. Ali Burton qui recommence aussi à être pas mal pour le coup depuis quelques temps. Miles Turner encore dans les rumeurs de transfert. Thomas Bryant qui est revenu à 16 minutes de moyenne, c'est bien. C'est bien. C'est quand même 15 de trop, mais c'est bien. Donc voilà. Il y a voilà un retour de Nesmith, je pense qu'il est revenu depuis quelques matchs, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Même si oui, c'est vrai. C'est vrai que je parle à un fan de Boston, j'avais oublié. Non, mais Nesmith, il est vraiment bon là, dans ce jeu qui se projette énormément, il donne beaucoup d'énergie et tout. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Il est là depuis 5 matchs. L'attaque a pas l'air d'être trop revenue encore pour le coup. Depuis 5 matchs, il a mis 9 points, 12 points, 3 points, 9 points, 0 points hier. Ouais. Impeccable. Ouais. Impeccable. Non, mais la défense est hyper intéressante. Tu vois, je préfère avoir Nesmith 32 minutes que Topin 32 minutes, quoi, pour le coup. Mais voilà, je suis intrigué aussi par les Pacers. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la trade deadline? On suivra ça. Bon, Brooklyn Hornets, vous nous excuserez si on n'y passe pas beaucoup de temps. Est-ce que c'est un match NBA? Tu vois, pour moi, ça relance un peu le débat sur la vidéo dans le sport, quoi. Tu vois, ce genre de match. Pas dans l'arbitrage, mais vraiment sur la côté, est-ce qu'il faut vraiment téléviser tous les matchs? Est-ce qu'il faut téléviser ça? D'accord, ok. Je te suivais pas, je dis ah ouais, la vidéo dans le sport, je dis ah ouais, bah c'est quand même mieux pour le suivre. Pardon, c'est pas de moi, je pique ça à Julien Cazard, je crois. Je sais plus. Mais bon, oui, pas grand chose à dire sur ce match-là, évidemment. Juste victoire de Brooklyn dans ce duel son duel de bras cassés, on va dire. Tiens, Josh Okogie qui joue un peu côté Charlotte. Tu sais, il est arrivé depuis contre comment il s'appelle, Nick Richards. Mais ouais, Taj Gibson qui est encore là, 17 minutes de Taj Gibson. Mais il a quel âge, Taj Gibson? Mais quel âge il a? Méfie-toi de ce que tu vas dire. Il a 39. Non, mais parce que c'est dingue, parce qu'il se fait drafter en 2009, mais il se fait drafter en tant que prospect déjà tard, quoi, tu vois. Bref. Pas de Grant Williams, pas de Treman, rien à dire. Les Kings qui perdent contre les Sixers. Les Sixers 117-104. Bon, le dossier qu'on va suivre, c'est surtout De'Aaron Fox, côté Kings. Je sais pas comment tu penses que ça va se passer, toi, le dossier d'Aaron Fox? Moi, je mettrais une pièce sur le fait qu'il se passerait, en fait, qu'il échange pas d'ici une semaine, là. Moi, ce que je comprends pas, c'est que tu trades Ali Burton parce que t'as Fox. Fox performe et ils ont notamment une très belle saison l'année d'après avec Sabonis et tout. Et là, du coup, je comprends que tu veux pas lui donner, j'imagine, 35% du cap. Donc tu préfères t'en séparer avant qu'il faille leur signer sur un Supermax. Waouh, je suis un peu surpris de la gestion en fait. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était le mieux que tu pouvais espérer et il a performé au-delà de tes espérances. Après, faut avoir conscience qu'on parle aussi de... Tiens, je vais mettre un peu de highlight à l'écran, qu'on s'emmerde pas. Non, mais il faut avoir conscience qu'on parle de Rich Paul aussi. Il a pris Rich Paul... Voilà, c'est pas pour rien, et c'est pas des coïncidences. Mais pour le coup, je pense que les Kings n'ont pas grand chose à se reprocher, quoi. Tu vois, et même, ils lui ont donné les pleins pouvoirs et tout. Alors peut-être qu'il peut leur reprocher de l'équipe est pas assez bonne autour, tout ce que tu veux, mais même le cibier est fait de telle sorte que les Kings puissent garder De'Aaron Fox. Parce que il y a entre le fait qu'il reste aux Kings ou qu'il aille ailleurs, il peut signer un contrat max ailleurs, mais je crois que tu as 50 millions de différence, je crois. Mais il n'aura pas le 35%, il n'aura que 30% à mon avis. C'est ça, ouais.
Peut-être même une année en moins, même potentiellement. Mais tu te rends compte que c'est 50 millions de différence sur un contrat, et on parle pas de genre 950 ou 1 milliard, quoi. C'est 50 sur 250, sur 300, un truc comme ça. Donc il y a un écart assez énorme. Pour le coup, c'est juste que le mec veut se barrer, quoi. Il y a pas, franchement. Ce que je comprends pas, c'est en fait, moi, au départ, j'ai vu plutôt la franchise veut pas le payer, donc préfère s'en séparer avant de devoir le payer. Mais a priori, vu que c'est du Rich Paul, c'est plutôt lui qui fait un peu la gueule et qui a envie de se barrer, quoi. C'est ça. Moi, je soupçonne d'ailleurs un peu le clan Rich Paul. On va aller à San Antonio. Tiens, ici au passage, on pourrait aussi mettre la main sur Wembanyama, tu vois, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Je vous lis aussi un peu, pardon. Wojnarowski aura loupé un truc dans sa carrière, c'est le trade de Miles Turner. Ouais, mais je pense que tout le monde va le louper, ça. Parce que je pense qu'il va finir sa carrière aux Pacers, Miles Turner. C'est quoi ce 5 major Hornets ? Oui, c'est pas des joueurs NBA. C'est pas des joueurs NBA. Que les fans des franchises respectives, oui, il y a que les fans des franchises respectives qui peuvent regarder le Brooklyn Charlotte, on est d'accord, et encore même eux, vu le nombre de bons matchs qu'il y avait cette nuit, je pense qu'ils auraient pu regarder autre chose. Bref, qu'est-ce que je lis tiens, Ilmatic, salut. Là c'est le vrai, on est d'accord, là c'est Ilmatic, celui de Dunk Hebdo, on est d'accord, que je me trompe pas cette fois-ci. Bref, bienvenue, installe-toi. Ok, oui, non, ce match-là, pardon. Les Sixers, ça va pas mal, contre qui ils ont gagné il y a 2 jours? C'était Denver, non? C'était pas Denver? Je dis des bêtises? Je dis peut-être des bêtises. C'était pas Denver. C'était un truc Lakers, c'est ça. Ah oui, en plus, ils étaient en back-to-back. Ils ont gagné contre les Lakers et ils gagnent là contre les Kings. Ouais, tant mieux pour eux. Moi j'aime bien Justin Edwards d'ailleurs aux Sixers, qui était un ancien lycéen coté, qui a un peu de temps de jeu, sorti nulle part. Tyrese Maxey qui continue de faire ses 30 points, 8 assists, ça marche pas mal. Donc voici, rien de plus trop à dire avec ça. Si, juste apparemment Gershon Yabusele est un peu dans les rumeurs de transfert. Il pourrait se faire échanger, mais parce que je crois que la situation contractuelle est un peu compliquée pour le coup. Je pense que l'année prochaine, ils pourront lui donner que 140% de ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose. Et qu'a priori, il peut peut-être prétendre à avoir un petit peu plus de ce qu'il montre. Ouais. Chicago a perdu contre Boston 122-100. Je crois que c'est ce match que tu as vu. Qu'est-ce qu'on a à dire, Vince, à part Porzingis a bien scoré pour le coup. Mince, ah non, tu me l'as enlevé. Porzingis s'est mis 2 mètres derrière la ligne et il a bombardé comme un grand malade et c'est bien rentré. Ouais. Donc forcément ça simplifie la chose. Ça simplifie la chose et c'est vrai que quand il est comme ça, elle était à 8 sur 14 à 3 points, un truc comme ça. Donc au niveau de l'analyse, c'est un peu simpliste du coup parce que voilà quoi. Il n'y avait pas grand chose à faire. Je pense qu'il prend quasiment que des tirs à 3 points en fait. 8 sur 14 à 3 points et on les voit à l'écran, c'est même pas que de la bonne qualité. Parfois il shoot par-dessus Vucevic. En mode mais loin. Osef, quoi. J'ai l'impression que plus le match avançait, plus il prenait ça loin. Ouais, en effet. Il n'y a pas grand monde côté Bulls. Il n'y avait pas Lavine. Il n'y avait pas Lavine. Il y avait Lonzo Ball, Dosumnu, Vucevic, Kobe White et Josh Giddey. Ouais, bon. Ça fait des cibles à attaquer pour Boston. Ouais. Ils ont laissé tirer Dosumnu, Patrick Williams qui était sur le banc. Voilà, donc c'était pas passionnant. Je vais aller voir le profil de tir de Boston, mais je pense que ça va être un peu le même. Ouais, voilà, ok. Donc, ils ont très peu de tir au panier. Les 2 équipes n'ont pas été au cercle. On n'a pas abîmé le panier. Boston 4e centile en termes de fréquence de tir au panier, donc mieux que 4% de tous les matchs NBA de cette saison. C'est très peu. Et vous en aviez parlé l'autre jour, ils prennent vraiment beaucoup de mid-range. Et sur ce match-là aussi. Oui. C'est le problème d'attaquer les switch, c'est que en général tu peux les attaquer depuis le périmètre, mais ils le font un peu dans la mi-distance quoi, en plus. Et je pense que c'est un peu sous l'impulsion de Brown notamment. Alors moi je disais dans le podcast qu'on a fait que vu qu'il rentre pas un 3 points, je suis pas en désaccord qu'il essaie de reprendre confiance un peu plus proche du panier dans cette zone là où il a historiquement été plutôt performant. Ouais, et puis Brown, plus ça va, plus je trouve qu'il est un peu utilisé en mode tiens, voici un match-up, attaque-le quoi, tu vois, voici Jalen Green, attaque-le, voici je sais pas qui, Austin Reeves, dès que tu peux tu vas en contre-attaque et t'as le bon match-up en post-up et tu l'attaques, ou ce genre de choses quoi. Mais ce que je comprends pas, c'est que l'année dernière on l'avait vu en mouvement et c'était vraiment cool, oui. Et cette année quasiment pas.
Quasiment pas. Oui, C'est-à-dire, les zoom c'est action simple, là, hein. avec Porzingis, c'était Mais il y intéressant. en a eu une, il y a 2 matchs, et on était là, waouh, trop bien, mais pas assez quoi, pas assez en volume. Alors, il a beaucoup la balle en main, très arrêté. Enfin, tout ce qu'il fait du coup est très compliqué quoi en fait. C'est ça. Tatum qui Et- nous refait une crise au shoot et qui veut pas driver, nous dit Jedi Padawan. Oui. Ouais, bah dis-nous hein, qu'est-ce que t'as trouvé de plus, hein, Jedi. Toi qui es fan de Boston aussi, si t'as des trucs un peu Mais, notables. mais, mais Tatum, ça sera toujours une frustration de toute manière. Parce que tous ces drives enfin, les définitions près du panier, c'est de mieux en mieux tous les ans. Mais t'as l'impression que le volume, il baisse tous les ans aussi. Ouais. Et c'est hyper frustrant. Il faut l'échanger et reconstruire autour de JB, il nous dit Dame Zhao dans le chat. Il est peut-être pas fan de Boston, hein, je pense, notre ami Dame Zhao, à mon avis. Non, tiens, si notable aussi, Jaden Springer, qui est ressorti un peu de sa boîte. Est-ce que vraiment, on est en mode, on fait des tests ou est-ce qu'on Moi, est je juste... pense qu'ils essayent de le refourguer. On est d'accord, hein, parce que j'ai Parce qu'il est à posé ça 4 comme question. millions et les 4 millions, ils doivent coûter 16 ou 18 au proprio. Ouais. Alors après, c'est super cool défensivement, effectivement. Et un non-facteur en attaque. Voire même un facteur négatif. Mais je pense que, ouais, vu que c'est le seul mec vraiment qui joue pas en temps normal et qui a un salaire un peu conséquent, et vu les taxes que se mangent les proprios, je pense que, à mon avis, ça risque de partir avec un second tour dans une équipe qui a de la place. Il est doublé tout le match et il commence à fatiguer, nous dit Pibemu. Par rapport, je pense, à Tatum. Ouais. Mais c'est vrai que le côté fatigue, je sais plus si c'est toi qui en as parlé ou quelqu'un. C'est de la théorie fumeuse peut-être. C'est une équipe qui est pas en grande forme, très clairement. Et franchement, si on regarde le nombre de minutes de Tatum sur les 6-7 dernières années, qu'il soit un peu dans le dur, bah ouais, c'est normal. Bah surtout qu'il y a 3 mecs qui sont partis au JO, quoi. Il y a les JO, donc tu finis hyper tard. Je suis sûr que si on regarde la saison de Holiday post-titre avec les Bucks, je suis sûr que sa saison d'après elle est pas formidable. Et ben là il nous fait un peu la même. Et là Derrick White a fait un bon match. Il a 3 ans de plus en plus. Hein. En plus, et Derrick White a eu une période vraiment dure alors qu'il avait fait un super début de saison, et très clairement c'est des intersaisons qui sont pas logiques. Et depuis sa draft, Tatum c'est le mec avec DeMar DeRozan qui a joué le plus de minutes en NBA. Parce qu'il est tout le temps là, et il s'est fait quasiment tous les étés Team USA. Enfin, il s'est fait 2-3 campagnes avec Team USA, 2 JO et un championnat du monde à mon avis. Donc, ouais, qui sont un peu carbonisés. Alors, des fois, moi, je lui en veux de pas assez driver, mais je me dis que son pull-up à 3 points, ça doit être quand même un peu moins énergivore. Et en régulière comme ça, je pense qu'il faut pas trop chouiner, du coup. J'essaye de pas trop m'emballer. Je veux pas te rendre triste, mais est-ce que tu es prêt à l'échange de Horford à la deadline ou pas ? Ouais, ouais, complicado. Tu sais, c'est marrant parce que tu vois, les Hazard de ce monde ont mal vécu le Smart, et je pense que je vivrais pas bien le Al Horford. Et pourtant, très clairement, autant l'année dernière, j'étais pas forcément d'accord avec vous sur le fait que c'était vraiment fini, c'est fini, parce qu'il y avait toujours ce côté du shoot élite l'année dernière où vraiment ça rentrait à fond dedans. Même la défense était revenue en playoff, hein, alors qu'en saison, il n'y avait rien. Mais c'était une parenthèse enchantée, vraiment merveilleuse. Mais Al, je sais pas. J'ai un truc de profond respect, que s'il part à la retraite, on fait un pot de départ, tu vois, un truc un peu sympa. Et je sais pas, je suis très très attaché à Horford. Les 2 passages sont vraiment... Puis tu vois, c'est ce genre de mec, la grande classe, quoi. La grande classe. Je pense que c'est un des mecs pour qui j'étais le plus content l'année dernière du titre, très clairement. Et très clairement, les 10 millions échangés, ils sont bons à échanger en plus. Enfin, vraiment... ou 9,5, un truc comme ça. Bah ouais, surtout maintenant que t'as Nemaskita qui est pas mal et Cornet qui est pas mal aussi, quoi. Tu te dis, est-ce que tu peux pas aller chercher un truc pas cher, quoi. 9 millions, enfin, c'est pas mal, quoi, 9 millions. En plus pour une équipe dans le second apron, il est en fin de contrat, donc tu pourrais le perdre pour rien et pas forcément avoir du cap space, donc tu vois, ça me paraît pas impossible qu'il soit échangé contre un mec à 6, 7, 8, 9 millions sur contrat de 3 ans, quoi. Après, je me dis quand même que, tu vois, il joue quand même beaucoup avec lui en poste 4, et c'est quand même, tu vois, Keita Cornet, ça shoot pas à 3 points, donc, c'est vrai. Et mine de rien, je pense que si tu le refais switcher un peu, ça
c'est pas que ça peut tenir, ça sera compliqué, mais comme l'année dernière en playoff, parce que l'année dernière en régulière c'était déjà compliqué, et je pense qu'on peut miser sur le mec qui revient, qui a un mois de forme exceptionnelle. Parce que l'année dernière, il s'envoie quand même une campagne de playoff où Porzingis joue pas, hein, clairement. C'est-à-dire que c'est lui qui est champion. Hein. Ouais, oui. Tatum joue plus de 2000 minutes chaque saison sans compter les playoffs, nous dit Tom, c'est vrai. On parle aussi des JO, mais t'imagines, heureusement qu'il y a un complot de Nike en plus. Hein. Sinon, vous auriez eu 4 joueurs fatigués cette saison. Oui, mais celui qui a un complot avec Nike, il doit démanteler Nike, et c'est du boulot. Ouais, et malheureusement, donc Jaylen Brown ne fait pas une grande saison non plus lui-même, quoi. Donc c'est un peu dommage. Après, ce qui me rassure toujours, et moi c'est ce que je dis dans le podcast, c'est que on constate qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui font une grande saison et que ton niveau en fait pas terrible plancher, c'est 3-4e équipe de NBA. Ah oui, c'est ça. Oui, non, mais tout est relatif. Mais ce que j'espère vraiment, c'est que, parce que on sait jamais vraiment, puis les mecs en parlent pas tout le temps en plus d'éventuelles petites blessures ou des choses comme ça. Vraiment, ce côté généralisé d'une équipe pas en canne, ça se sent quoi. Ça se sent vraiment. Après, tout est relatif. Encore 3e ou 4e équipe de NBA, je suis d'accord dans le fond. Quand on a fait le podcast avec Azad il y a une semaine, on a fait quand même le bilan depuis mi-décembre, depuis le 15 décembre. Tu bats des équipes un peu nulles et tu perds même contre certaines équipes pas très fortes non plus, quoi, tu vois. Non, t'es moyen. Tu vois, à Chicago, Orlando, tu perds alors qu'il n'y a personne. Les Sixers, Stanwell, ok. Mais tu perds les Pacers qui n'étaient pas encore hyper bons à l'époque. Tu perds ici, c'est les Raptors. Enfin, c'était, depuis un mois, c'est quand même pas top du tout, quoi. Mais non, mais je suis d'accord. Les 2 road trips à l'ouest se sont plutôt bien passés, mais avec des adversaires plutôt amoindris. Parce que tu finis 3-1 sur les 2 road trips à l'ouest. Et c'est dès que tu es revenu à la maison. Déjà, à chaque fois que tu reviens à la maison, t'es pas bon. Le match où tu reviens de ton road trip. C'est vraiment pas terrible. Et ouais, t'as eu des mi-temps assez cata où clairement t'es pas dans l'intensité. Le Orlando, il y a personne, c'est dramatique. Hein. Tu mènes de 14 points à la mi-temps et tu reviens. Au bout de 3 possessions, t'as compris. Hein. Les mecs sont parvenus. Je le trouve moins mauvais que l'an dernier en saison régulière, le papy, nous dit Jedi Padawan. Ok, je le vois beaucoup un bon début de saison, parce qu'en fait, le tout début de saison, il est excellent. Il est tout seul, c'est lui le pivot titulaire. Mais faudrait qu'il développe bien Sherman, bon shooter. C'est vrai qu'est-ce qu'il devient là, le 30e pick Alors apparemment, Joe n'aime pas les rookies. D'accord. Okay. Joe, il n'aime pas les rookies, donc Sherman, il joue pas. Donc là, on voit un petit peu de Walsh, de Jordan Walsh, on voit un petit peu de Pedersen. Mais Joe, j'ai l'impression que l'année dernière, Walsh, on l'a vu que pour du garbage time. Alors que ce Sherman, il a l'air d'avoir plein de qualités à faire valoir, effectivement. Avançons. Il faut ramener Antonio Pintus à Boston, nous dit Jasmine. Magnifique, des beaux souvenirs, ça, pour le coup. Il était à Monaco sous Deschamps. Ah, bah oui, Monaco Deschamps, ouais. Et après, je sais pourquoi je le sais, c'est parce que dès qu'il le peut, Jérôme Rotten n'arrête pas de le placer qu'il a connu Pintus. Parce que comme ensuite il a été au Real, ça fait genre je connais un mec du Real, quoi. Mais ok. Bref, Dallas qui gagne contre les Pelicans 137-136. Alors Kyrie est revenu, hein, ça on le sait, toujours pas Doncic. Mais non, mais c'est vrai que depuis que Zion est revenu, ça continue à pas trop marcher, hein, pour le coup, les Pelicans. Alors que Zion est là. 11 sur 18 au tir, 29 points pour Zion, plus 32 points aussi de Trey Murphy, plus McCollum qui est à 23. Bon, c'est pas mal. Même Dejounte Murray est à 27 points, avec plutôt, d'après ce que je vois, une bonne efficacité, en tout cas pour lui. 9 sur 17 au tir, 6 lancers francs en plus. On est pas mal. Match offensif, on va dire. Hein. Ils ont peut-être un peu perdu là-dessus. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder ça. Niveau défense, qu'est-ce que ça donne? Tu vois, Yves Missy, moi j'aime bien, mais à quel point, je sais pas. Niveau défensif, ça a l'air d'avoir pris l'eau. Regardons quand même les 3 points avant de parler. 48% à 3 points pour les Pelicans et les Mavs qui sont aussi à 46% sur beaucoup de tirs. Ok, ceci explique peut-être cela. Spencer Dinwiddie continue à faire les montagnes russes. Là, il a 11 points seulement. C'est contre OKC, non, il y a une semaine où il fait un match, ouf. Tiens, il y a Will Matty qui réapparaît sur le chat quand on parle des Pelicans, de ces Pelicans. Arrête de dire du bien de Dejounte et McCollum, sinon je m'en vais. D'accord. Okay. C'est le Trey Murphy par contre qui est exceptionnel. Hein. Il est drive et tout, c'est impressionnant.
Il est assez bluffant, ouais. C'est l'évolution impressionnante. Ingram, il a quoi comme blessure, nous demande JK. Je ne sais pas exactement. Il n'a pas joué de l'année non plus, j'ai l'impression. Il n'a pas trop joué, mais est-ce que la question, le sous-entendu, c'est genre est-ce que vraiment il est blessé ou est-ce qu'il fait un peu traîner la blessure en mode je veux pas jouer, je suis pas prolongé, etc. quoi. Ouais, tu vois, Ingram il est blessé à l'ego, nous dit Willmatic carrément. Parce que là ils disent uncle. Midrange aigu, ouais. D'ailleurs le cas Ingram est intéressant, je sais pas trop où est-ce qu'il pourra atterrir à la deadline. Possibilité qu'il se passe rien. Alors soit qu'il aille Utah, Portland, une équipe un peu nulle, signer un gros contrat, voilà. Soit il se passe rien et il va revenir de la free agency en mode ah oui en fait personne ne veut m'offrir 50 millions. Je vais peut-être accepter 30 ou 35 en fait. Hein. Ça peut se passer comme ça. Ouh là, alors qu'on voit à l'écran le dunk là de Trey Murphy, l'espèce de c'est pas un moulin avant là, comment on appelle ça là, double clutch je crois en l'air. Où il descend la balle, il la remonte. La passe est un peu mauvaise, heureusement ça donne un dunk spectaculaire. Bref. Donc voici, mais bon après Dallas, voilà. Dallas c'est quand même pas mal hein, cette saison, même sans notre ami Doncic, ça carbure. 25 points de Washington. Sans Doncic, sans Lively, c'est pas mal. Oui c'est vrai que Lively n'est pas là non plus. Quentin Grimes aussi qui continue à faire des trucs pas mal. En fait, ils font une super intersaison en fait parce qu'ils ont ajouté plein de mecs. Et encore, il y a Marshall en ce moment ou pas? Je crois qu'il y a Marshall, ouais. Ouais, il y a Marshall qui joue moins qu'au début de saison. Marshall, il a joué 15 minutes. Tu vois, même pas tant que ça, 15 minutes. Kessler Edwards, 15 minutes. Bon, voilà. Ouais. Même Omax est sorti du lot. Bon, bref. Victoire des Mavs. Avançons parce qu'en fait, on a beaucoup de gros matchs. On n'a que des gros matchs. Où en est-on? Minnesota contre Phoenix. Est-ce que quelqu'un l'a vu dans le chat ou pas ce match qui était plutôt un gros match? Moi j'ai pas eu le temps de le voir malheureusement. Alors que oui, Tom nous dit Murphy sur le chemin de Bane et de J-Dub. Alors moi je mettrais pas les deux dans le même sac quand même hein, Bane et J-Dub. J'ai l'impression que J-Dub a été plus de potentiel plus tôt. Après je vois ce que tu veux dire. Le truc c'est que Murphy il faut développer un peu tout ce qui est passing et dribble en fait hein. À mon sens. Tu vois d'ailleurs c'est ce que fait Bane cette saison. Tom tu le sais fan de Memphis mais Bane est assez impressionnant mais oui. Pardon où j'en étais je me perds un peu mais j'essaie les Wolves et les Suns de lire le chat aussi. Donc ouais victoire des Wolves. Alors que s'est-il passé sur ce match là? Essayons de voir hop les stats sont où? J'ai perdu la page. 33 points d'Edwards, ok. 28 points de Randle, ah tiens j'ai envie de regarder ça. Ça m'intéresse 28 points de Randle. Il paraît qu'il intéresse Miami d'ailleurs Randle. Je sais pas si t'as vu ça passer que Miami reste un peu aux aguets par rapport au trade de Butler. Pourquoi pas récupérer un peu la création de Randle? Je sais pas. Tu vois, tu me dis Zion, oui. Randle, peut-être un peu moins, quoi, en termes de raquette qui n'a pas de spacing. Bref. Oui, j'essaie de retrouver la page des stats tout de même. Que s'est-il passé? Il prend 10 lancers francs. Qui est Randle? Ouais. Mais Randle, ça doit être un mec, faudra aller voir quand même. Je pense que c'est hyper intéressant de voir un peu les tendances, tu sais, sur 3, sur 5 matchs, ou les trends, je vais essayer de voir ça. Trends en termes d'efficacité ou de points par match. J'ai l'impression que ça peut être l'un ou l'autre, quoi. C'est vraiment les montagnes russes, enfin littéralement, au niveau de la courbe. Mais bref, hop, j'essaie de voir les stats du match, qu'est-ce qu'on peut voir si on n'a pas vu le match ici même. Donc les Wolves qui battent les Suns, voyons voir ce que... Ouais, donc très belle efficacité au panier notamment. Bon, les 3 points sont entrés, ok, 45% d'efficacité pour les Wolves, effectivement ça aide. Beaucoup de lancers francs aussi. C'est ça, hein, tu disais que Randle était à 10 lancers francs sur le match? Ils en prennent 27 en tout. Ouais, effectivement. Et de l'autre côté, Phoenix, le profil de tir ressemble à quoi? Ouais, ça va, un peu de tir au panier quand même, hein, un peu de tir au panier, pas que des longs tirs à mi-distance. Ok, et qui a joué alors côté Suns? Ça m'intéresse aussi au niveau des titulaires, etc. Donc Nick Richards, titulaire en poste de pivot, ok, 25 minutes, 28 points de Devin Booker, 33 points de Kevin Durant. Royce O'Neal,
moi, je suis étonné de Royce O'Neal qui a pas une place si fixe que ça, quoi. Tu vois, pour moi, c'était un peu évident que bah ouais, ça va être un peu le 5e titulaire, quoi. Et je me rends compte qu'il y a eu le temps de jeu un peu fluctuant, ou pas toujours titulaire. Alors après, ça dépend aussi de ses blessures, quoi, tu vois. Mais là, il joue 31 minutes, mais il y a pas longtemps 25 minutes. Le match s'avance 16 minutes, 22 minutes. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit genre la belle trouvaille qui fait que ça va être le 5e titulaire du. Est-ce que c'est un si bon défenseur que ça, ou est-ce qu'il n'a pas joui d'une réputation de son début de carrière, en fait? Je pense que c'est un moins bon défenseur que ce qu'on pense. C'est pas un 3&D. Ouais. Tu vois, même époque Jazz, je pense qu'au début, il était vu comme un super défenseur et qu'au final, il était bien rentré dans le moule de cette équipe hyper offensive et qui défendait plus tant que ça, en fait. Ouais. Mais après, c'est un moins bon défenseur que ce qu'on pense. Tu vois, c'est pas Dorian Finney-Smith, par exemple. Mm-hmm. Par contre, c'est un meilleur attaquant que ce qu'on pense, pour moi. En termes de... il a un peu de toucher, un peu de dribble, et surtout un peu de passing, quoi. Il y a un peu le biais de stéréotypage 3&D, alors qu'en fait, comme tu dis, c'est peut-être un 6 ou 7 sur 10 en défense, donc c'est pas mal, hein. Mais c'est pas genre 8 ou 9 sur 10. Mais ça m'a toujours étonné de voir à quel point en fait il y avait du passing, il y avait du connecting, il y avait un peu de capacité à porter la balle, quoi. Et alors que pour le coup, tu regardes le profil de loin, tu dis bah, c'est un 3&D. Et en fait, pas tant que ça, quoi. Ouais, 3&C, on pourrait dire Jedi Padawan, ouais, 3&C, 3 et connecting, effectivement. Randle, je le vois comme DeRozan, je vois vraiment pas dans quelle équipe il peut s'intégrer et l'équipe sera compétitive s'il a beaucoup de compromis. Ben ouais, c'est un peu le problème de ce genre de profil, c'est qu'en plus, il y a le compromis volume, quoi. C'est un peu l'idée, c'est un peu d'ailleurs à un degré différent, hein, mais c'était un peu le dilemme avec Westbrook, à gros volume superstar à l'époque. C'était que bah oui, c'est intéressant, mais le joueur veut un gros volume, quoi. Pour ça que ça n'a pas marché aux Lakers, etc., quoi. Donc mais Randle, c'est un peu ça, c'est-à-dire que dans l'idée, tu peux te dire, bah Randle, concentre-toi, deviens un bon défenseur, t'es assez mobile, t'as un peu de passing, t'as du QI basket, prends un petit volume, sauf que il veut le volume, et donc forcément il va le prendre. Et le problème, c'est que les résultats sur ce volume sont pas géniaux, quoi. Mais ouais. Il y a un fait notable, c'est 9 pertes de balles de Devin Booker. Et, ouais. Et ouais, il y a un truc qui me rend fou avec ces Suns, ils sont à peine à l'équilibre, hein, tout juste. Et j'ai cette sensation un peu d'extérieur, je vois pas beaucoup de matchs en eux, mais que Booker et Durant, ils sont là, ils font leur taf, mais t'as l'impression que gagner, perdre, ils sont ok avec ça, en fait. Ils sont trop forts, si tu veux, mais je sais pas, t'as l'impression qu'il n'y a jamais ce dépassement de fonction supplémentaire pour aller chercher, gratter quelques matchs, en fait, quoi, de plus. C'est assez frustrant. Phoenix presque est une équipe sensible à la force. Qu'est-ce que tu veux dire, Tom? Il y a eu de la Jedi Defense, c'est ça que tu sous-entends ou pas? Ou alors je suis à côté de la plaque au niveau référence. Qu'est-ce qu'il nous dit, Tom? Pourquoi il nous dit ça? Par rapport aux 3 points? Non, mais peut-être par rapport à Randle et que ça a bouli un peu, peut-être, non? Ah, d'accord, très littéralement alors. Sensible à la force. Ok, oui, non, oui, t'as raison. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Moi, j'étais en mode la force, en mode la Jedi Defense, quoi, tu sais. Le fait que les adversaires mettent pas les 3 points. Ok, il fallait être littéral. Ouais, ils sont en difficulté face à un joueur puissant. Ok, merci. Effectivement, merci Tom. Non, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Et c'est pour ça que tu vois que ça m'étonne pas que Randle fasse un bon match. J'ai pas vu les paniers de Edwards, mais je pense que si on va aller voir, tu vois, dans le lot, il y a que 3 points sur 11 paniers rentrés. Il y a quasiment 10 lancers francs. On va aller regarder, mais à mon avis, il doit y avoir du drive. Il doit y avoir du je rentre dans le lard et je vais au panier, quoi. Donc ça ne m'étonnerait pas de première action, une espèce de sortie, jeu en sortie d'écran. Comme ça, il a déjà un petit décalage, il attaque le panier. Voilà, c'est le genre d'action qu'on connaît. Il a fait. On en a parlé contre Memphis il y a pas longtemps. Il fait beaucoup de ce genre de sortie d'écran qui amène vers une isolation, en fait. C'est une iso non statique, tu vois. J'aime beaucoup ce principe de le mettre en mouvement plutôt que juste lui donner le ballon très loin du panier et dire vas-y fais tes trucs, et il y a un peu les mauvais côtés, quoi. Ça vous fera du bien aux Warriors, un peu de bully ball. Pourquoi Randle il va aller aux Warriors? Je suis pas sûr. Sur côté Star Wars, oula, on va peut-être pas faire ce débat là. Non, qu'est-ce que t'en penses, Vincent, toi, sur côté Star Wars? Moi, j'avoue que les 6 films, je les trouve géniaux. Ah, mais moi je suis. Oui, les 6 films, oui, parce qu'apparemment il y a 3 autres qui n'ont pas existé, mais non, mais moi c'est ma génération, moi, la prélogie. Il y a 6 films, non? C'est mon délire. A priori, et méfie-toi qu'ils t'en sortent pas un 7ème, un 8ème dans pas longtemps. Bon, ils peuvent en sortir autant qu'ils veulent, hein. Il y aura que 6 films, hein, pour moi. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que les gens ils peuvent s'énerver, ils s'énervent s'ils veulent, hein, et moi je suis le premier à m'énerver parfois, tout le temps. Oui, que bleu parfois, il m'embête. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, dans ta tête, c'est ce qui est dans ta tête qui est canon, tu vois.
En fait, c'est pas les gens qui ont acheté les droits qui vont décider qu'est-ce qui est canon ou pas canon. C'est pour toi, dans ta tête, c'est ce que tu décides qui est canon. Moi, j'ai décidé qu'il y avait 6 films. Bon, ben voilà, on s'arrête là. Bref, et effectivement, une provocation canadienne sur Star Wars. Mais bref, donc les Wolves, effectivement, alors que j'ai loupé un message intéressant, là, je t'ai pas oublié. Ilmatic qui nous dit les Wolves ont un net rating positif contre le top 10. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Cela dit, il y a deux façons de voir les choses, vers à moitié plein ou à moitié vide. Il y a finalement, c'est-à-dire qu'ils font un peu n'importe quoi, qu'ils sont très irréguliers contre des mauvais. Ou alors il y a le côté bon, ils sont pas bons cette saison, mais mine de rien, la très très bonne équipe de l'an dernier, finalement elle est quand même un peu par là, quoi. Non, mais je t'avoue que je sais pas trop quoi en penser de ces Wolves. DiVincenzo est absent pour 3 semaines ou un petit mois, d'après ce qu'on a vu. Mike Conley, je pense que c'est un peu la fin, et de l'autre côté, Rob Dillingham, je pense que c'est encore un peu tôt, j'ai l'impression. Et j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer, quoi. Niveau Nasrid et Randall ou échange, quoi. C'est un peu, je compte un peu là-dessus. Échantillon faible Nasrid, aussi. c'est pas une petite déception cette année. Il n'y a pas d'explosion comme on aurait pu. C'est une déception pour les gens comme moi qui effectivement voulaient que ça explose. Après, je me suis posé la question il y a pas longtemps, mais est-ce que les mecs des Wolves sont pas un peu fourbes, je sais pas, mais en mode on fait jouer Randall pour l'échanger. Mais fourbe aussi en mode c'est ça, ouais, il a une player option. Ah non, s'il y a une player option, il n'y a pas de raison de ne pas le faire jouer. Je croyais qu'il y avait une team option et que les mecs voulaient faire exprès de ne pas le faire jouer beaucoup. Mais non, mais ouais, Nasrid, en plus ce qui est frustrant avec Nasrid, c'est que dès qu'on le voit faire des minutes, il est bon, quoi. Donc c'est d'autant plus frustrant. Bref, et côté Suns alors, ah oui, d'accord, 25 minutes de Bradley Beal. Ok, là c'est pas pareil. C'est pas comme le fameux 6e homme, mais qui en fait est à 33 minutes de jeu comme avant. 25 minutes de jeu, ouais, c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. Je crois qu'on commence un peu à le titiller pour dire falloir que t'acceptes l'échange en fait, hein, parce que on va pas rester comme ça, j'ai l'impression. C'est no trade clause, c'est un enfer pour les front office, je pense. Hein. Oui, et en même temps, pourquoi est-ce que les mecs ils l'ont proposé ? Parce que Washington voulait absolument le garder, quoi. Et que l'équipe était terrible, mais vraiment nullissime, et que grosso modo il y avait que ça, quoi. Il y avait que ça pour le convaincre, c'est tiens, t'as tous les pouvoirs, quoi. Mais bon, effectivement. Donc Minnesota qui gagne contre Phoenix. Oui, pardon, Clément disait échantillon un peu faible aussi, peut-être pour les matchs contre les top 10. Oui, c'est toujours le problème. C'est que idéalement, on n'aimerait pas avoir un net rating qui est donc le différentiel attaque-défense contre tout le monde, mais un score contre les meilleures équipes de l'NBA, évidemment, mais sauf que tu retombes rapidement sur le problème de d'accord, mais du coup ça fait un échantillon de quoi, 20, 30, 35 matchs maximum, à quel point on peut se fier à ça, quoi. Autant tu vois la saison NBA on dit elle est trop longue, et je pense qu'au bout de 50 matchs on a à peu près des résultats satisfaisants, on peut prédire la suite sur 50 matchs, autant sur 20-25 matchs c'est vrai que c'est un peu la limite, donc ouais, non mais effectivement. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ça parle de trade. Je veux bien trade Curry que si il gagne derrière. Ouais, donc là c'est là on reconnaît un vrai fan des Warriors, c'est qu'il aime Curry au point que tu vois ça le dérange pas que Curry gagne hier, quoi. Effectivement. Second apron malheureusement. Pourquoi ? Oui, les Wolves. JB. Ah oui. Ah mais d'ailleurs je me suis un peu amusé. J'ai vu que j'ai eu quelques réactions sur Twitter. J'ai réussi à monter un trade sur la trade machine avec 3 équipes en second apron. J'étais assez fier de moi, j'avoue. C'est quand même très dur à faire, mais voilà. Salut, j'ai Xan TDR, pardon, RD. J'arrive pas à lire. Re-bienvenue, installe-toi. Donc voilà pour ce match. Tiens, Ryan Dunn, 9 minutes. Je regarde le box score. 9 minutes pour Ryan Dunn, un peu étonnant. 21 secondes pour Oso Gadaro. Ok, très bien. Donc c'était lui qui était si bon en plus. Donc, du coup, tu fais venir Nick Richards pour ne plus faire jouer ton jeune pivot qui donnait satisfaction. Oui, et qui était pas cher. Bon, cela dit, Richards est pas cher, mais ouais, je sais pas. Après, il paraît que les Nuggets cherchent un pivot backup. Est-ce que tu peux pas essayer de leur revendre peut-être un Mason Plumlee ? C'est possible aussi. Moi, pareil, ça me dérange pas que JB, Jalen Brown, gagne ailleurs. Je suis un grand fan. Ouais, ça c'est. Vraiment, les fans de Boston, vous êtes forts quand même. Hein. Vous êtes très très forts. Toi, je pense que tu l'aimes bien, toi, comparé à certains fans de Boston. Mais moi, tu sais que
j'aime l'imperfection, mais littéralement, c'est-à-dire que en fait, avec Jalen Brown, tu t'ennuies jamais, et je pense que c'est un des mecs à qui on a le plus parlé et qui fait parler, et du coup, du coup, ça me fascine. En fait, les mecs trop forts m'ennuient, les gens parfaits ou trop forts m'ennuient de manière générale dans la vie, donc Jalen Brown me fascine par définition. Donc oui, donc il y a beaucoup d'affect, et je me plais à le voir aussi progresser, et ce qui me fait rire, c'est qu'avec ce mec là tu n'as pas le droit à tout avoir dans le même match ou dans une même période de saison. C'est-à-dire que tu vois, en ce moment on a un vrai développement du passing qui est cool, mais il met plus un tir. Et tu peux être sûr que s'il y a un match où il est à droit, il va pas faire une passe. Et mais ça, moi, ça m'en fait, je t'en rigole, quoi, parce que, tu vois, franchement, le fait d'avoir gagné, c'est beaucoup plus facile de rigoler derrière, je trouve, parce que voilà, t'as un truc de c'est fait, quoi. Mais c'est vrai qu'avec lui, tu t'ennuies jamais, quoi. Tu t'ennuies jamais. Moi, ça me fascine. Mais effectivement, par contre, quand je reviens à ma casquette un peu plus pragmatique, son contrat va être un enfer à subir par rapport à son rendement terrain, clairement. Je pense que c'est le moins bon joueur à 35% du cap de la ligue. Je sais pas combien il y en a, mais c'est clairement le moins bon joueur. T'as déjà regardé Denver ou pas? mais c'est pas 50 millions. Oui, Jamal Murray. Ça fait longtemps que j'ai pas. Jamal Murray, il est pas assez. Il est à ce tarif-là, je crois. Il est à ce tarif-là. Bref, les Clippers qui gagnent contre les Spurs chez les Spurs. Je voulais parler de ce match, mais je l'ai pas fini, donc je ne peux pas en parler en détail. Mais ce qui m'a quand même un peu frappé, c'est l'idée que finalement les Clippers ont fait pas mal de switch. Je vous remets un peu les vidéos si vous voulez voir. Mais vous allez voir, donc évidemment l'action que je montre, non, c'est une action dans le premier quart-temps, milieu de premier quart-temps, il n'y a pas de switch. Mais non, mais c'était assez bizarre de voir un switch finalement avec Zubac en fait, tu vois. Et donc qu'est-ce qu'ont fait les Spurs? Très 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 simplement, ils ont fait des écrans pour ensuite attaquer le switch, notamment via Wembanyama, quoi. Donc là on voit à l'écran par exemple Zubac qui va switcher sur Chris Paul. Il y a une ou deux fois où il a réussi à lui planter un pull-up isolation sur la tête, mais comme il a 40 ans, c'est plus automatique. Et par contre on envoie Wemby au post-up contre James Harden, et voilà, il shoot par-dessus assez facile. Et au final j'étais assez étonné parce que la stratégie est un peu osée, quoi, pour le coup. Et de l'autre côté, quand Zubac est sur le banc, Nico Batum est devenu le pivot backup, et c'est vrai que là pareil, hein, du coup il a refait rentrer Wemby le plus vite possible dès qu'il y avait Batum, comme ça on a pu pareil, attaquer les switches, un mec plus petit sans forcément avoir la protection de panier de Zubac un peu derrière. Et en plus voilà, on le voit à l'image aussi, l'aspect on essaie de le mettre le plus possible en mouvement, le Wemby, sur des écrans, tu sais, quand il part depuis le corner là, il a un petit écran, il part depuis le corner, il curl au panier ou alors il ressort, ça crée des switches. Je crois qu'il y a une passe magnifique aussi, je vais essayer de vous la montrer. Il y a une passe où justement, où est-elle? On va aller par ici. Où Nico Batum fait un peu l'erreur de faire une prise à deux. Voilà, c'est ici la fameuse action où il est dans le corner, il remonte. Voilà, un petit écran, il va se mettre en poste haut. Il y a un switch évidemment. Donc Kevin Porter Jr. est sur Wembanyama. Prise à deux qui vient de derrière de la part de Batum, qui croit qu'il le prend par surprise parce que Wemby regarde pas. Et qu'est-ce que fait Wemby avec ses bras très très longs? En fait, juste il passe par-dessus Batum, enfin autour de Batum pour le cut dans le dos. Donc voilà, il a posé beaucoup de problèmes. Néanmoins, ce que j'ai vu aussi, c'est que de l'autre côté, c'est pas mal non plus, hein. C'est pas mal non plus niveau offensif des Clippers. Je sais pas toi comment tu te situes par rapport aux Clippers, qu'on ne sait pas juger et dont la valeur est toujours un peu fluctuante. Mais voilà, on a une grosse défense comme depuis le début de l'année, mais on a aussi un James Harden qui est pas mal. Et puis on a un Kawhi qui revient et qui revient bien en plus, hein. J'ai l'impression que le fond de jeu il est vraiment hyper qualitatif, et si tu arrives à greffer Kawhi à tout ça, oui, tu peux te dire que ça peut faire des choses en tout cas, très clairement. Ouais. 11 sur 18 au tir, avec on voit des séquences aussi un peu marrantes où les Spurs commencent en drop, donc avec Wembanyama qui reste bas par rapport au niveau de l'écran, et en fait Kawhi il s'en fiche, quoi. Juste on me donne de l'espace, je vais sur mes spots un peu proche du panier, je prends le pull-up à 1 ou 2 mètres du panier et je les mets, quoi. Je vais pas forcément affronter Wemby au panier, mais juste mon petit pull-up autour du panier, ça marche, quoi. Donc ouais, tu vois, j'avoue que j'étais... Comment ? Il a l'air tellement facile et tranquille, même une lenteur de préparation. C'est assez bluffant, quoi. C'est devenu un des meilleurs shotmakers de NBA, alors que le mec de base part de loin. D'ailleurs, oui, j'y ai pas pensé, c'est le retour de Kawhi aux Spurs, donc j'ai même pas tilté, mais effectivement, c'était quoi, c'est il y a un an où ça s'était mal passé, non, avec
Popovic qui s'énerve, qui prend le micro en mode non, on n'a pas le droit de huer un fan. Par rapport aux fans, oui. Oui, moi je vous dis qu'est-ce que vous devez faire, vous n'avez pas le droit de huer. Bon, un peu bizarre. Bref. 37 là et 47 l'an prochain. Je pense qu'on parle de Jamal Murray, ouais, effectivement. Ouais, oui, il a signé sa prolongation en début de saison, souvenez-vous. Donc il aura son. Donc c'est le 47, c'est le 47, oui, il y sera. C'est ça, ouais. C'est ça. Bonsoir Axel, bonsoir le vainqueur Axel du dernier J'ai joué avec. J'espère que t'es prêt pour la fin d'émission, Vincert. Je suis tellement en appréhension, quoi. Je suis bien. Mais sache que Axel dans le chat est le vainqueur de mardi dernier, pardon. Donc voilà, victoire des Clippers. Comme dit, j'ai pas vu le match en entier, donc je vais pas commencer à parler de tactique un peu en détail parce que imaginez que je dis des choses vraies sans avoir vu le match. À quoi ça servirait ensuite de regarder les matchs, hein, si on peut dire n'importe quoi, clairement. Bref, donc défaite des Spurs. Autre match, nous avons un Cleveland contre Miami. Cleveland qui gagne 126-106 contre Miami. Bon, bah c'est juste Cleveland habituel, tout le monde était là. Mitchell, ah non, il n'y avait pas Garland d'ailleurs. Il n'y avait pas Garland apparemment. DNP rest. Voilà, ça a dû plaire à Adam Silver. Hein. DNP did not play. DND did not dress. Il s'est même pas habillé. Tu vois, il était tout nu sur le banc apparemment. Il était tout nu sur le banc pour se reposer. Tiens, j'ai envie de voir le match, quoi, du coup. Je pense que je vais aller jeter un œil. Bref, non, un grand Mitchell, 34 points. Max Strus qui continue un peu d'avoir un temps de jeu conséquent, même si là, les points sont pas rentrés, les paniers sont pas rentrés, mais le retour de Mobley qui est là aussi. Tiens, 10 sur 15 au tir pour Mobley. 22 points, on va laisser regarder ça un peu, peut-être les highlights de Mobley. Et Miami, avec qui, ou surtout qui est-ce qu'il n'y avait pas? Il y avait pas, il y avait tout le monde. Il y avait pas. Thierry Rozier. 8 sur 13, c'est pas mal, hein. Écoute. 8 sur 13 au tir, plus 4 lancers francs, 22 points. Bah dis donc, c'est un Rozier efficace. Bon bref, il n'y avait pas Butler, vous avez compris. 6 minutes à peine pour Jaquez. Qu'est-ce qui s'est passé là? Les fans de Miami, il y a des fans de Miami dans le chat ou pas là? Dites-nous, est-ce qu'il Bamzerito il est encore là? Mais est-ce qu'il regarde les matchs Bamzerito? C'est pas sûr. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jaquez n'a pas beaucoup joué? Dites-moi. J'essaie de vous lire en même temps aussi. Ah, mais on a Tom dans le chat qui va nous donner des éclaircissements sur les contrats. Donc 140% plus 8% d'augmentation annuelle. Alors que Brown, lui, il a signé la DVPE. C'est quoi la DVPE? C'est Designated Veteran Player, non, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Et donc à Denver, le Designated Player, donc le contrat immense, c'est Jokic, alors c'est ça? Et t'as le droit qu'à 1 ou pas? Non, 2, parce que nous, on doit mieux avoir Tatum quand même. Ah oui, c'est pour ça que je pense qu'il y en a 2 par équipe. Ok, Jaquez était malade hier soir, donc c'est pour ça qu'il a joué 6 minutes. Ok. Merci J'ai pas aimé Jaquez, magnifique. J'ai pas aimé Jaquez, pourquoi j'ai... Non, il est pas aimé Jaquet. Ah, très bien, joli. J'admire. Oui, on voit les jolis paniers de Mobley. Bon, non mais en général, c'est des bons affrontements. Hein. C'est Cleveland, Miami, mais là, je pense que sans Butler, c'est quand même un peu short. J'ai hâte. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Marcus Smart va faire sous ces nouvelles couleurs de Miami. Est-ce que tu serais traumatisé, toi, ou non, ou pas autant qu'Azad? Non, pas du tout. Tu t'en fiches, quoi, t'étais passé à autre chose. Marcus Smart ne joue plus. Donc, franchement, il joue plus. Vous aviez parlé l'autre jour, je le vois jamais, je le vois jamais sur les box scores et tout. Et clairement, son contrat, il va servir de. Enfin, si Memphis a une occasion, clairement, c'est lui qui va y passer. Hein. On est d'accord. Oui. Murray n'a pas été All-NBA, c'est pour ça qu'il n'a pas la designated. Voilà. Ok. Oui, c'est vrai. Maintenant, ça me parle. Maintenant, le côté Jaylen Brown All-NBA, tu sais que c'est pour ça qu'il y avait débat à l'époque. Je crois que lui, il a été pile la bonne année en plus. Quoi. Exactement. C'est vraiment comme quoi dans la vie. J'arrête la NBA si ça arrive. Marcus Smart. Ouais, il faut doser un peu quand même. Marcus Smart, c'était cool, mais bon. Enfin, je veux dire, c'est Royce O'Neal 2.0, quoi, tu vois. C'est un peu de défense, un peu de passing, mais ça, pas plus, quoi. Non. Non, c'est des bons souvenirs. C'est le timing, il est catastrophique. Hein. Ça gagne tu vois, ça gagne l'année où il est plus là et tout. Enfin, c'est dramatique. Smart, on a déjà vu toute sa panoplie de survêtements Puma, nous dit Tom, à Memphis, ouais. Tiens, Tom, ça m'intéresse. Butler, tu prends ou pas, toi? Malgré le risque de je peux me barrer. Tu le fais le trade ou pas? Parce que après, tu peux te dire, on garde
on garde les cartouches pour un autre trade, quoi. Mais bon. Il va revenir remplacer Holiday. Ouais, il paraît. Il paraît que Boston il va faire revenir Marcus Smart. Bref, Denver qui perd contre les Knicks. 3e défaite d'affilée pour les Nuggets. Est-ce qu'on va commencer à s'affoler ? Je ne pense pas. En tout cas, Mike Malone a fait les gros bras dans la presse, encore une fois. Donc victoire des Knicks qui, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, on va les vérifier quand même. Mais je crois que les Knicks, en ce moment, ça carbure en attaque. Hein. C'était déjà... c'est une des meilleures attaques de NBA, déjà en termes de rating. Voilà, la 2e. Mais là, ils viennent de coller des roustes à 140 points. Alors là, 122 contre Denver, 143 contre Memphis, ouais, c'est ça. 143 contre les Kings. Et à qui ils ont mis beaucoup de points aussi, je sais plus. Enfin bref, je sais plus. Non, j'arrive pas à retrouver, mais tant pis. Bref, donc les Knicks qui ont eu raison de nos amis les Denver Nuggets. Juste, je regarde. Tiens, Gordon est titulaire. Aaron Gordon est redevenu titulaire, 30 minutes par match, pour ce match-là, pour Aaron Gordon. Qu'est-ce qu'on peut noter ? Jamal Murray, 13 sur 15, 33 points, ouais, pas hyper efficace. Bon, c'est pas non plus cata. Ok, Westbrook toujours dans le line-up, ok. Bah, je sais pas. Vince, hein, tu me dis, c'est peut-être moi, hein, mais moi, que Westbrook, ce soit la belle histoire de la saison, ok. Que Westbrook, ça soit la bonne surprise de tiens, il fait des cuts alors qu'avant il faisait pas des cuts, ok. Mais est-ce que Westbrook doit jouer 37 minutes de jeu par match, sur ce match-là, le plus gros temps de jeu de toute l'équipe ? Je bug un peu quand même, quoi. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi, du coup, en fait, ils ont fait sortir Brown du 5, justement, pour faire rentrer Westbrook, alors qu'a priori, Christian Brown, il faisait ce qu'il fallait, entre guillemets, il faisait le boulot. Non, en fait, c'est par rapport à Westbrook, en fait. C'est la blessure de Gordon. À la base, c'est Gordon se blesse, et donc il prend la place de Gordon. Et après, voilà, Mike Malone, le militaire, en gros, celui qui prend, c'est le plus jeune, quoi. Tu sais, il y a des rangs dans l'armée. Donc Gordon plus vieux, tu récupères ta place, et Christian Brown, bah, tu retournes sur le banc, quoi. Mais je sais pas. Je sais pas. On nous dit rare mauvais match de Jokic. Ok, donc ça doit expliquer aussi. Jokic fait quoi ? 2 fautes très rapidement dans le match. Ah d'accord, ça aide pas alors. Ça n'aide pas. Je sais pas s'il est... effectivement, 8 minutes de Jordan, c'est peut-être un peu trop. C'est peut-être du garbage time d'ailleurs. Ouais. Non, mais je sais pas. Dites-moi hein, ce que vous en pensez, vous, de Westbrook. Je trouve qu'on pousse un peu la belle histoire un peu trop loin, quoi. Pour le coup, tu vois. Oui, il est utile. Et oui, c'est déjà génial. Et oui, même, il peut être titulaire, voire même ou juste gros temps de jeu et gros joueur. Mais j'ai l'impression qu'on pousse le bouchon un peu trop loin, quoi. Genre, là, t'as tous les ballons, tu joues 40 minutes par match, j'exagère, hein, mais tu redeviens un joueur avec un énorme minutage. On est passé de la bonne surprise à, de nouveau, un joueur majeur, mais qui, du coup, si tu joues beaucoup et que t'as beaucoup de ballons, c'est plus la bonne surprise. C'est le joueur qu'on connaissait, mais qui a aussi ses compromis, en fait. Donc, je sais pas. Je suis un peu étonné, je t'avoue. Je suis un peu étonné. C'est peut-être possible que la belle histoire se transforme en... finalement, il a été trop bon trop tôt, et enfin, non, il a trop rempli de cases trop tôt, et finalement, tu vas pas tirer le mieux de ce que tu peux avoir. Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu, j'ai pas pu m'empêcher. Jokic nous fait sa spéciale. La high post offense ici. La high post offense de Rick Adelman. Hein. Et qui est assistant coach d'ailleurs chez les Nuggets ? C'est David Adelman, son fils. Bref. Donc la classique de Jokic. Posto ici, un jeu à 3. Dans la high post offense, il regarde pas. La no look passe vers le corner opposé. Voilà. C'est fantastique. Moi, ça cessera jamais de m'étonner. Mais c'est... Bref, j'en ai fait des vidéos avec des vues hein, sur cette passe-là. Bref, excusez-moi, je suis dans ma bulle. Donc ouais, pas grand match de Jokic apparemment. Jokic sort après 2 minutes et on le revoit qu'au milieu du deuxième quart-temps, nous dit Titi Carlito. Entre temps, c'est des minutes de Dédé Jordan. Ah d'accord, donc c'était pas garbage time. Ok. Westbrook il a la Kobe mentality, donc ça va. Oui, peut-être. Les Nuggets avaient déjà pris pilule au premier match contre les Knicks. Pas un bon match-up. Oui, ça me parle maintenant. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. C'est vrai. Le match à Denver, ouais, effectivement. Je m'en rappelle. J'arrive pas à regarder plus de 2 minutes des Nuggets sans être horrifié par le spacing. Oui, c'est vrai que ça c'est... je sais pas si t'as noté, toi, Vince, mais on a affaire à une équipe qui a une bonne attaque, mais sans shooter de 3 points du tout. Mais ils sont tout le temps au cercle, en fait. Ils passent leur vie au cercle, c'est ça. Exactement. Ils sont tous... ça, c'est aussi Jokic. Ça me laisse rêveur, moi, tu sais. C'est aussi Jokic parce que t'as un mec qui est capable de créer des lay-ups au panier, quoi. Bon, après, il y a des mecs qui font les cuts, hein. mais je veux dire, le côté attirer les joueurs à soi, faire la passe, etc. Donc Boston, 50% de leur tir est à 3 points.
De l'autre côté, Denver est à 30%. Allez, 31. On peut dire 31. Mais ils sont 30e de NBA, quoi. Mais de l'autre côté, ils sont premiers au panier. Voilà. Ouais. Ils sont premiers au cercle. En fait, c'est les anti-Boston, hein, Denver, finalement. En un sens. C'est exactement ça. Pipa nous dit perso, je trouve que c'est excellent que Westbrook joue beaucoup. Il réduit la charge immense qui pèse sur les épaules de Jokic. Il doit arriver en force en play-off, là où il aura tous les ballons. C'est pas faux, mais j'ai envie de dire, est-ce que ça, c'est pas censé être le boulot aussi de Jamal Murray dans un sens, quoi. Tu vois, alors après, tu me diras, ça peut être les deux. Mais tu vois, j'espérais aussi un peu plus d'explosion de Strouser, mais en même temps, bon, ben Strouser, voilà, s'il est pas tout le temps génial, bah tant pis pour lui, quoi. Moi, je l'aime bien, mais si t'es pas bon, quoi. Donc il y a ça. Mais non, ce qui me dérange un peu, c'est les compromis qui vont avec, c'est-à-dire le manque de spacing et la défense off-ball, quoi. C'est pour ça que, tu vois, ça fait 2 semaines qu'on attendait un peu le retour de Gordon dans le 5, c'est par rapport à la défense, notamment tout ce qui est rotation, etc. Voilà, Westbrook, c'est bien, la renaissance un peu offensive. Après, à quel point, si on continue à pousser le bouchon un peu trop loin, il n'y a pas que des cuts. On va aussi retrouver un peu le Westbrook porteur de balle, en fait. Tu vois, donc c'est pas que le côté hyper efficace parce qu'il joue autour du Jokic. Non, s'il recommence à avoir plein de ballons, on va retomber sur le Westbrook qu'on connaît et qui est capable, hein, mais qui est pas parfait, quoi. Surtout avec le scoring maintenant qui est un peu parti en termes de le pull-up, aller au panier, etc. C'est moins que le mec qui était top 5, top 10 NBA, quoi. Donc ouais, effectivement, mais je suis d'accord en un sens, hein, Pipa, quand tu dis il prend du volume pour soulager Jokic, mais en un sens, est-ce que ça en dit pas beaucoup sur le manque de profondeur des Nuggets, et notamment la non-émergence offensive d'un Strouser, par exemple, ou est-ce que ça en dit pas beaucoup aussi sur Jamal Murray, quoi, au final? Je sais pas. Compliqué. En plus, c'est un peu frustrant parce qu'on a l'impression de l'avoir depuis longtemps, cette équipe. Tu vois, là, il y a Westbrook, mais t'as l'impression que ça ronronne un peu tout le temps de la même manière depuis le titre, en fait. Oui. Et en même temps, on les connaît depuis longtemps, mais ils ont fait combien de rounds de playoff ensemble, quoi? En fait, il y en a 2. Il y en a 2. Il y a 23 et 24. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. L'an dernier, ils auraient pas dû être éliminés, mais bon, tant pis pour eux, quoi. Si t'étais pas capable de gérer une avance, Game 7, deuxième match, mais bref. Non, les Knicks, hein, donc on disait, ça carbure. Hein. Ça carbure pas mal. Et oui, pardon, d'après ce que j'ai vu aussi, parce que j'ai vu Draymond Green râler, apparemment, 4, c'est un peu, on en parle, hein, depuis le début, mais pour l'instant, Thibodeau veut pas trop jouer avec les match-up par rapport au pivot. Donc il est souvent sur des pivots, alors qu'on se dit, dans la théorie, il peut se faire attaquer. Et là, apparemment, il était sur Jokic. Et je sais pas si t'as vu le tweet de Draymond Green qui est en mode ouais, mais t'es pas un homme. T'es pas Karl Anthony Towns, t'es pas un homme. Pourquoi est-ce que tu frontes le poste? Pourquoi est-ce que tu passes devant? En gros, pourquoi il y a des prises à deux, quoi? Pourquoi est-ce que tu fais pas une défense d'homme à homme comme un homme, quoi? C'était rigolo. Mais voilà, c'est en gros, Thibodeau a répliqué la stratégie de l'an passé, quoi. C'est-à-dire, 4, tu passes devant au poste bas, il y a un mec qui prend un sandwich en arrivant derrière, et t'essaies un peu de priver Jokic du ballon comme ça, quoi, de faire 2 contre 1, parce que oui, si tu l'as sur 1 contre 1, il y a aucune chance, quoi, au final. Qui marche le moins mal, hein, sur Jokic, de toute manière. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Draymond Green râlait. Waouh, nous dit Eric Pochtron, ouais, effectivement. Pour défense, Strouser, ça me plaît, donc allons-y. Ou même Brown et Watson, le spacing et l'environnement offensif est pas génial pour se développer. C'est pas faux. Et puis, tu vois, je parle de Strouser, j'ai fait exprès de pas parler de Brown ou de Watson, mais parce que pour moi, eux ne sont pas appelés à avoir un plus grand rôle offensif, quoi. Tu vois, Watson, vous le savez, moi je l'adore, mais en termes de protection de panier, de tout ça, c'est génial. Même Brown, mais tu vois, moi je pense que le scénario un peu probable, moyen terme, long terme pour eux, c'est défenseur et puis attaquant sympathique, mais pas plus. Alors que pour le coup, je pensais que Strouser, et je pense encore que Strouser a un peu plus niveau potentiel offensif. Donc voilà. Sur les derniers matchs de Murray, Murray monte en puissance. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelques matchs à 30 points, là, 30 points, 28 points, je sais plus exactement contre qui. Mais oui, totalement, je suis d'accord avec ça. Il profite beaucoup du pick and roll avec Jokic, qui est souvent défendu. Hop, j'essaie de mettre les highlights. Ils sont où, pardon? Je fais plusieurs choses en même temps. C'est compliqué à gérer un live, hein, Vince. J'ai bien de croire. Non, mais je fais rien, moi. Donc oui, pardon. Il profite beaucoup du pick and roll avec Jokic, qui est souvent défendu, plus que de mesure. Oui, d'ailleurs, c'était le match contre Miami. Je sais pas si t'étais là il y a une semaine, Pipa, on l'avait un peu débriefé. Lundi, il y a 10 jours maintenant, un peu plus, mais c'est un peu ça. Et Murray, j'ai pas de doute sur lui. Il va augmenter son niveau de jeu en play-off. Westbrook qui soulage Jokic, c'est moins de victoires en régulière, mais aussi l'assurance que Jokic ne sera pas cramé d'ici avril. C'est vrai, c'est pas fou.
C'est pas faux. Et en un sens, oui. Il y a ce truc de, voilà, il y a bien un nombre de ballons à prendre, il faut que quelqu'un les prenne, quoi, grosso modo. Donc je veux bien l'entendre. Mais si tu veux, ça me rassure pas sur le côté profondeur, ou plutôt manque de profondeur de cette équipe, au final. Mais oui, on est d'accord. Et de l'autre côté, je sais que la question du pivot backup peut aussi rentrer en compte. Et le truc, c'est que si on va voir Denver, bah tiens, j'ai la page Fanspo qui est ouverte. Allons voir. Ils ont des assets. Ils ont des bons assets pour échanger. Ils ont Zekenagi qui a 9 millions sur 4 ans. Enfin, c'est un bon asset en termes de contrat, hein, pas en termes de sportif. Ils ont aussi Saric qui a 5 millions. Donc, il y a plusieurs possibilités, en fait. Il y a, en plus, ils sont pas dans le second apron. Donc, ils peuvent faire des packages encore. Donc, hard cap, ça veut pas dire qu'ils sont dans le second apron. Ça veut dire qu'ils peuvent pas dépasser du tout le second apron. Voilà, bref, c'est des subtilités, mais ils peuvent encore faire des packages. Grosso modo, ils sont pas dans le second apron. Bah, tu mets ces deux mecs et tu fais venir Robert Williams. Alors, c'est une des possibilités. Il y a aussi la possibilité de... Il est où ? Raptors, t'as Chris Boucher, par exemple, tu sais, qui a 11 millions. Après, le truc, c'est que... Voilà, Chris Boucher est très prisé sur le marché des pivot backup, apparemment, en ce moment. Est-ce que toi, si t'es Toronto, tu acceptes Zekenagi, qui est nul, je veux forcément un pic, en fait. Après, c'est 4 ans, c'est long. Eh oui. C'est long, c'est ça le problème. Après, il n'y a plus qu'une année pour Chris Boucher, a priori, de ce que je vois, donc tu vas peut-être pas faire rien de toute manière. Il n'y a qu'une année, mais si tu as les Lakers qui arrivent et qui proposent des choses du second tour, il y a plein de monde qui veut un pivot backup au final. On voit que même les Knicks d'ailleurs. Donc tu vois, je sais pas. Ce sera celui qui mettra le meilleur pick a priori. De toute façon, c'est un peu. Enfin, souvent, je suis un peu déçu par ce qui se passe au niveau des picks maintenant dans les trades. Par exemple, Richards, là, c'était 2 seconds tours. C'était quoique après, ils peuvent estimer que Okogie a une valeur sportive, j'en sais rien, mais au final, au niveau des picks, des fois, c'est un peu. Là, j'ai l'impression que la valeur du premier tour, d'un pick du premier tour, elle est vraiment non protégée, notamment, elle est vraiment très élevée maintenant, quoi. Donc, est-ce que tu fais revenir Mason Plumlee à la maison à Denver, qui a 2 millions l'année en tant que pivot backup? Je ne sais pas. Mais non, mais ils ont des contrats, mais comme tu dis, il faut attacher un pick, hein, ou il en tout cas mettre un asset. Un pick quoi qu'il arrive, hein, c'est sûr. Ouais, ils n'en ont pas beaucoup en plus. Pick 4, ils devraient en avoir des masses en plus. Effectivement. Bref. Donc voilà, tu vois, c'est juste que là, pour moi, la rotation elle est un peu short, quoi. T'as Porter, Gordon, Jokic, Westbrook, Murray, ok. Brown, Watson, je suis à peu près sûr que ça peut jouer en playoff, et encore Watson, ça peut se faire abandonner à 3 points. Strawther, je suis assez confiant aussi, mais ça peut se faire cible aussi. Alors même si lui est pas mal, hein, mais je veux dire, ce sera par lui que les attaques vont passer. Mais ouais, ça joue à 8, quoi. Ça joue à 8 c'est très très just. Ouais. Et pas à 8, genre le Boston l'an passé, quoi. Qui était 8 de haut niveau, quoi. En plus, t'as pas mal de mecs avec des compromis, parce que regarde, Westbrook, s'il joue, il sera abandonné aussi de toute manière. Enfin, ça fait quand même beaucoup de mecs avec beaucoup de compromis, quoi. Enfin, il va falloir que Jokic fasse de la magie encore et encore. Bah, disons que l'aspect de ils prennent peu de 3 points, c'est pas que la philosophie, et c'est pas que Jokic il nous crée des lay-ups, c'est génial. Il y a aussi le fait que si t'alignes des personnels sur le terrain qui prennent pas de 3 points, Jokic c'est pas un mec qui prend beaucoup de 3 points, en plus il a la balle entre les mains. Gordon, faible volume à 3 points. Westbrook, faible volume à 3 points. Brown, faible volume à 3 points. Watson, 0. En fait, t'es aussi dernier de NBA en fréquence de 3 points parce que t'en prends pas beaucoup, quoi, au final. Oui. Mais bref, j'essaie quand même de voir les stats sur le match. Je comprends tes inquiétudes, me dit Pipa. Perso, j'ai une question. Si Jokic est à ce point à droite derrière la ligne à 2 points, pourquoi pas rajouter un vrai protecteur de cercle à ses côtés? Eh bien, tu sais quoi, c'est un de mes rêves depuis longtemps. On avait fait un podcast il y a 3 ans, je crois, avec Jérémy, au moment où Gobert devait partir, et moi j'avais en destination de trade un peu loufoque, j'avais Denver. Et je serais assez fasciné de voir ça, un vrai pivot à côté. Tu vois, je pense là, à la deadline, je pense à un Robert Williams, par exemple, que tu peux aller chercher, niveau salaire. Il faudrait mettre un asset, mais voilà, tu peux aller chercher. Mais clairement, moi, c'est un truc... je serais assez fasciné. Alors, c'est pas parfait. Et puis, ça peut pas être 48 minutes de un pivot à côté de Jokic, mais ouais, je suis assez. J'aimerais beaucoup voir ça en fait. Un vrai rim finisher, pardon, pour des piquets dans l'entre-gros. Un mec aussi, Robert Williams, tu vois, par exemple, il peut faire un peu de la défense en second rideau. Si Jokic il se fait attaquer, c'était un peu l'idée de. Mon idée loufoque d'avoir Gobert, c'était un peu ça, quoi, grosso modo. Mais ouais, moi, je serais assez. J'ai envie de voir ça, en tout cas. J'ai envie de voir ça.
Ils sont tous à OKC, c'est pour ça. De quoi tu parles, Bamzerito? J'ai loupé un truc. Les Pics, d'accord, ok. Faut faire revenir Nurkic à la maison. Peut-être, ouais. Alors je t'avoue qu'au niveau salaire, je préfère faire revenir Mason Plumlee pour le coup. Mais oui. Les Nuggets sont pas mieux de trouver un 3&D plutôt qu'un pivot et jouer small ball pour les minutes sur Jokic. Oui, mais qui tu as les équipes NBA, qui est un 3&D ou qui est un joueur viable que tu peux aller chercher pour pas trop cher? Je sais pas trop. Je sais qu'à Washington, il y a peut-être un Saddiq Bey, mais bon, c'est pas la folie, quoi. Tu vois, Saddiq Bey, qui va être à 6 millions, je crois. Donc, ouais, techniquement, ça passe. Si tu mets un Saddiq Bey contre, par exemple, Zekenaji, bon, c'est un trade perdant-perdant, donc il peut se faire. Mais je sais pas. Nagy et Saric, ça fait 14 millions, et avec Rob Williams, ça passe tranquille. Oui. Et ils ont leur premier tour de draft, en fait. Les Nuggets, ils ont 26, 28, 30 et 31. Ouais, donc mais c'est un front office qui aime bien drafter. Hein. C'est un front office qui aime bien drafter et développer. D'ailleurs, même parfois, ils draftent bien, ils développent, et même ils sont obligés parfois de virer des mecs de la génération d'avant. Tu sais, comme à l'époque où ils avaient viré Malik Beasley et Juancho Hernan Gomez, parce qu'il fallait faire la place pour les nouveaux draftés qui arrivaient. Mais ouais. Non, mais effectivement, l'idée, moi, à choisir, surtout que en playoff, a priori, on s'en fiche un peu d'avoir un pivot backup, puisque Jokic va jouer 40 minutes. Donc, pour 8 minutes, moi, personnellement, je pars sur du switch all avec Aaron Gordon et Peyton Watson. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en playoff l'an dernier et l'année d'avant, hein, grosso modo. Donc, je suis d'accord, mais oui, effectivement, tu peux utiliser la carte Zekenaji pour aller chercher un 3&D, mais qui? C'est un peu... bon, cherchons parmi les équipes un peu nulles. Après, ouais, Ayo Dosunmu, ce serait très cool. Mais... ouais, pas mal, ouais, Dosunmu. Mais est-ce que les Bulls veulent le lâcher? Qu'est-ce qu'on a parmi les nuls, là? Est-ce que tu fais revenir Bruce Brown en fin de contrat? Non, ça passe pas. Ça va être cher, Bruce Brown, par contre. C'est à 20 millions, il est où? Ouais, il est là, 20 millions. Ouais. Donc Zekenaji, ça fait 9. Saric, 14, ça fait 5. Aïe, non, ça passe pas. C'est pas tout ça. Ça passe pas. Même si tu mets Kanchar, même si tu mets Jordan, Hunter Tyson, Jalen Pickett, ça passe pas parce qu'ils sont quand même dans le mais d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont drafté. En fait, il s'est blessé le pivot backup. En fait, ils l'ont drafté en fait cette année. C'était Daron Holmes. Daron Holmes, qui va jouer avec Watson. Ça, c'est génialissime, quoi. Holmes et Watson qui vont jouer ensemble. Moi, j'ai hâte de voir ça. Ça fait beaucoup de millions de dollars dépensés pour juste un jeu de mots. C'est un peu abusé. C'est génial. A priori, le profil est cool en plus de ce que j'entendais après draft. C'était plutôt sympa. PJ Tucker, c'est vraiment fini ou pas? Nous demande Technical Max 96. Bah, je sais pas. Hein. Ça fait quand même 2 ans qu'on l'a pas vu jouer. Il a mon âge, PJ Tucker, et je suis pas en grande forme. Hein. Après, je pense que là où je peux te rassurer peut-être, c'est que je pense que Tucker sera un buyout, à mon avis. Je pense pas que les Clippers l'envoient. Les Clippers, s'ils vont l'envoyer quelque part, c'est dans un trade pour récupérer un truc intéressant. D'ailleurs, pourquoi pas contre Bruce Brown, pardon. Et je pense qu'après, ça va être buyout en fait. Hein. Tucker, mais en fait, on l'a tellement pas vu depuis longtemps que voilà. Mais bref, les Knicks, parlons un peu des Knicks. Qu'est-ce qu'on a On a 14 points à peine de Towns, qui apparemment a bien défendu, mais 30 points de Jalen Brunson, 10 sur 16 au niveau du tir, plus 7 lancers francs, 15 assists. Ah tiens, c'est pas commun ça. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 15 assists? Est-ce que c'est juste parce qu'on affronte le Edge? Non, c'est resté en drop. Apparemment, Jokic reste en drop, donc on n'a pas le classique de contre 1. C'est un peu bizarre ça. Je vais quand même laisser dérouler un peu les actions pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des pick and roll. Il défend plus et c'est plus shoot. Pas 3 et pas D. Ouais, par rapport à Tucker. Après, ouais, comme tu dis, Tucker, alors pardon, je veux pas parler de ton âge, hein, je me permettrai pas. Mais il a quoi? Il a 40 ans, non? 39, 40 38. 38. Je crois que c'est quoi? C'est draft 2006, un truc comme ça. Enfin, c'est très très vieux. 2006, il faut se rendre 2007 compte. 2007 à Toronto. Et en 2023-24, il a joué 31 matchs. Il avait joué avec Philadelphie beaucoup. Mais depuis, on l'a pas trop revu en fait. Depuis Philadelphie. Bah, on a fêté les 2 ans là, du match, le match du MVP. Le match du narratif de MVP, tu sais. Où c'est lui qui défend sur Jokic, c'est ça Il défend sur Jokic et ça permet d'avoir Embiid off-ball, ouais.
Bref, et puis dernier match dans cette soirée, donc victoire des Knicks, hein, vous avez compris. Les Knicks qui vont, à mon avis, récupérer la deuxième place dans quelques temps, au rythme où ils vont. Et contre Boston. Non, mais c'est pas, tu vois, c'est même pas. Vu que Boston n'est pas régulier, pour l'instant, il semble pas parti pour arriver à enchaîner régulièrement beaucoup de victoires et tout. Je pense que. T'as vu, il tire quand même, il fait du Thibodeau, hein, il tire quand même méga sur la corde des mecs, hein, c'est quand même les mecs qui jouent le plus le 5 de départ. Je pense qu'ils vont pas lâcher beaucoup de matchs en fait. Ça m'inquiète pas plus que ça en fait, mais je pense qu'ils vont essayer d'aller la chercher. Ouais. Alors que Okoro FC nous dit, Tucker a fait combien d'équipes Eh bien, je vais te montrer. C'est un quiz ça. En fait, c'est draft 2006. Draft 2006. En fait, il fait un peu à Toronto, là, 17 matchs en 2007, et en fait, il se barre après. Il va jouer en Europe, je crois, et il réapparaît à Phoenix en début d'année 2010, mais un peu de nulle part, quoi. Et bon, il joue un peu là, 2013, mais surtout, en fait, on se souvient de 2014. 2014, il fait partie de l'équipe un peu fabuleuse des Suns qui font 48 victoires alors qu'on les attendait pour le first pick, hein, littéralement. Dragic, Bledsoe, cette équipe-là, les frères Morris, Marshall Plumlee, qui est un pivot titulaire NBA. Non, pas Marshall, Miles Plumlee, pardon, qui est un pivot titulaire NBA. Et en fait, à partir de là, il s'est un peu il s'est refait sa réputation. Malheureusement, Phoenix, ça confirme pas après. Lui, il est échangé à Toronto parce que fin de contrat. Et même lui, il arrive à Toronto. Tu sais, c'était le mauvais Toronto. C'était le Toronto qui se fait éliminer par Cleveland tous les ans. Et c'est un Toronto qui, en playoff, font que de l'isolation et ça marche pas. Et d'ailleurs, Tucker arrive à Toronto, il fait de l'isolation. C'était assez étonnant. Bref, après il signe aux Rockets pour la 2018, hein, le fameux cycle aux Rockets. Il est déjà vieux en fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est déjà de 32-33 ans. C'est-à-dire qu'en fait il est théoriquement en fin de carrière, quoi. Enfin plutôt sur la dernière partie de sa carrière. Bah, surtout tu te dis à 32 ans, il va commencer à enchaîner 3 ans où il va être le pivot de Switch Hall. D'une des meilleures défenses de Switch Hall de la décennie. Et 82 matchs en plus de ce que je vois. Exactement, 82 matchs. Et 2020, il en fait que 72, hein, mais parce qu'il y a eu le Covid. Voilà, c'est pas parce qu'il a été. Mais moi je me fais toujours avoir. Il faudrait oui. Astérix en oui. fait, sur... bah, bien sûr. Donc ouais, il fait 3 années pleines. Bref, et puis après Milwaukee. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, il est au titre. Ouais. Il fait partie de l'équipe qui va au titre. Il revient à Miami. Miami, c'est là où il se développe en connecteur avec du passing. Ensuite, les Sixers, le gros contrat, qui a été peut-être le pire contrat un des pires contrats de cet été-là, quoi. Bref. Et depuis, c'est fini. Fin de carrière. Beaucoup. La fin de carrière est plus longue que sa carrière. J'aime beaucoup. Ah, tout de même. Ouais, quand même pas à ce point, mais oui. On est d'accord. Bref, donc, on finit avec le Thunder et les Warriors. Victoire surprise de Golden State contre OKC. En plus, il n'y avait pas de Draymond Green, hein, il était occupé à tweeter. Mais ouais, un peu sorti de nulle part. Malgré d'ailleurs 52 points de SGA, tu n'as pas vu le match, mais tu avais l'air de me dire que tu avais vu 2-3 highlights, et grosso modo, c'est qu'il n'y avait que SGA sur ce match-là. Il met 52 points sur 109, et je crois qu'à côté de lui, mis à part Isaiah Joe, ils n'ont pas mis un tir. Il y a quand même un tir à 3 points, tu veux dire, non ? Non, mais un tir, quand je dis pas mettre un tir, c'est... Oui, t'es pas littéral. Pardon. 12 sur 26, Jalen Williams, il a quand même bien bazardé, quand même, quoi. C'est ça, ouais. Tu vois, c'est 26 points, mais pas hyper efficace, Williams. Mais ouais, je suis assez étonné, ouais. Et surtout, donc regardons les stats, c'est ça qui est hyper intéressant. Bon, ils n'ont pas mis leurs 3 points. Voilà, ok, ici, pas de généralisé à 3 points, donc ça doit aider, hein, forcément. Mais tu vois, de l'autre côté, premièrement, les Warriors sont pas non plus en méga surchauffe, hein. 35% à 3 points, voilà, c'est pas genre tu tombes sur une équipe qui met 60% des 3 points et puis c'est fini, merci, bonsoir, quoi. Et voilà, le genre de variance qui peut faciliter un upset, là non. Et par contre, la stat qui je trouve étonnante, c'est ça. C'est OKC qui a pris à peine 18% de tirs au panier, ce qui pourrait être un chiffre extrêmement faible. Et on sait que c'est une attaque qui fait beaucoup de drive, beaucoup de ce genre de choses. Et finalement, ouais, grosse panne de ce côté-là. Draymond en plus, ouais. Exactement, et donc une défense des Warriors sans Draymond. Moi, ça me plaît ce genre de match. Alors, je l'ai pas vu, hein, encore. J'essaierai de checker quand même. Mais ça me plaît parce que Steve Kerr, quoi. Il est quand même pas mal, ce mec, hein, niveau coaching. Moi, je sais que a priori, les avis des fans, notamment des Warriors, ça peut osciller.
Mais voilà, ça, Steve Kerr, c'est pas son premier coup d'éclat, quoi. Je veux dire, des matchs comme ça, ou avec des bouts de bois, où notamment il joue un peu sur le côté profil de tir concédé à l'adversaire, et arriver à boucher l'espace, et arriver à concéder un profil peu rentable à l'adversaire, ça arrive, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui ont vu ce match dans le chat, dites-nous, hein, je vous lis, je vous lis vos messages, même si vous faites des pavés, ça m'intéresse, vos commentaires, vos analyses tactiques, vous aussi. J-Dub aussi, alors qu'OKC a gagné la bataille des rebonds offensifs, nous dit JK. Voyons voir. Oui, en plus, ouais, effectivement. Effectivement, ils sont à 38% de rebonds offensifs, ce qui est énormissime. De l'autre côté, les Warriors n'en prennent quasiment pas. Quel était d'ailleurs le line-up ? Donc, on a Curry qui a joué beaucoup. Ok. Wiggins qui a fait un gros match, je crois. Qui a fait un gros match, y compris offensif. 10 sur 17 au tir, 27 points. Donc il n'y a pas que la défense, ok. Kevin Looney a joué, donc en tant que big. Gary Payton a joué, ok. Guy Santos, Podziemski, 18 minutes. Eh bien dis donc. Kyle Anderson, Buddy Hield, mais c'est dingue, hein. C'est vraiment une équipe pas tournante. Il a fait jouer 12 mecs, en fait, ouais. Ouais, c'est assez dingue. Curry était en limite de minutes. Il pose la question à Axel, j'ai pas vu le replay, nous demande-t-il. Montre le tir de Curry, j'ai aucune analyse tactique. Ok, je vais le faire. Ok. Le titulaire, c'était l'autre. Contre Boston, à Boston cette année, c'était un peu ce que tu t'écris. Bon plan de cœur. Ouais, c'est un peu ça. De qui tu parles ? Le titulaire, c'était l'autre. Tu parles de Quinten Post, c'est ça, Dime Zhao ? J'ai pas compris. J'étais curieux de savoir quel était le meilleur pourcentage à 3 points en un seul match d'une équipe entière sur les 10 dernières années. Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Genre pas... Une soixantaine de pourcents. Ouais. Je pense. Ou alors, depuis 10 ans, alors peut-être il y a 10 ans, il y avait des volumes plus bas, tu pouvais taper du 80% si tu prenais 20 tirs dans le match. Et regarde les points par tir tenté d'OKC, et tu enlèves Isaiah Joe et Shai Gilgeous-Alexander, tout est tout bleu. Ils ont pas, quand je disais ils ont pas mis un tir, c'est vraiment ça. C'est vraiment les role-players qui ont pas mis leur tir, quoi. Effectivement, c'est la colonne PSA, Point Per Shot Attempt, donc les points par tir. Effectivement, il y a SGA qui est pas mal. Et du reste, ouais. Bon, Isaiah Joe aussi, ouais, comme tu dis. Ouais, effectivement, ça n'a pas marché. Mais non, mais c'est étonnant parce que on voit le côté là, très peu de tirs au panier. Tu vois, j'ai branché les highlights là, de SGA. On voit que dès le début, donc le titulaire c'est Quentin Post, apparemment, qui reste en drop sur le pick and roll, qui bloque l'essai au panier. Et tu forces SGA à prendre ce genre de short mi-distance, quoi, de pull-up à 2 mètres du panier, plutôt que d'aller jusqu'au panier. Mais après avoir, hein, parce que Post apparemment a joué que 8 minutes, je crois, hein, sur ce match-là. Mais c'est un match où je serais curieux de le voir pour de vrai, essayer de décortiquer tactiquement. Mais tu vois là, on le voit bien, on le voit là. Si je fais pause, je peux vous mettre en plein écran exceptionnellement, même si le robot YouTube va m'embêter. On a un pick and roll qui arrive en semi-transition là, SGA qui essaie d'impliquer un écran avec Case Nolas. Pourquoi ? Pour que ce soit Stephen Curry qui soit impliqué dans l'action. Ok, mais regardez ce qui se passe depuis le côté faible. Gary Payton qui vient de suite, un pas dans la raquette, voire même 2, et idem avec Quentin Post, qui abandonne totalement Hartenstein à 3 points. Regardez le mur, littéralement il y a un mur. Hein. Il y a Stephen Curry qui est devant SGA, il y a Gary Payton sous le panier, il y a Quentin Post qui est dans la raquette aussi, et il y a Andrew Wiggins qui est aussi à 1 mètre 2 mètres, à 1 mètre et demi de SGA. Voilà comment est-ce que Steve Kerr arrive avec des bouts de bois à empêcher l'adversaire d'aller au panier. 4 mecs de Casey à 3 points pas défendus. Ouais. 4 sur 5. Alors qu'il n'y a pas que des mecs qui sont des mauvais shooters, hein, pour le coup. Tu vois, je crois que Gary Payton, il abandonne Jalen Williams. Ouais, c'est Jalen Williams, ouais. Mais en fait, c'est que ça vaut à ce point le coup d'abandonner les shooters à 3 points si tu arrives à concéder aussi peu de tirs au panier. C'est ça la leçon. Là encore, hein, isolation de SGA, on le voit là contre Wiggins. Regardez ce qui se passe dans la raquette. On a Kevin Looney qui a un pas dans la raquette et Guy Santos aussi qui a un pas dans la raquette. Alors ok, le mec il met le panier hein, parce que c'est SGA, mais je veux dire, s'il y a ça sur toutes les possessions du match ou sur 80% des possessions, bah ouais, c'est quand même c'est compliqué d'aller au panier. Donc tu prends des tirs dans la short mi-distance, mais tu as une rentabilité attendue qui est beaucoup plus basse. D'ailleurs, on voit à l'écran une des rares erreurs apparemment de la défense où Curry ne fait pas la rotation. Et en effet, SGA peut aller au panier, mais voilà, là on sent bien qu'il y a une erreur. Les mecs ils sont en train de râler côté faible. Stephen Curry il lève la main, il dit c'est pour moi. Monstrueux, c'est que malgré tout ça, SGA il fait son match. Il fait vraiment son match et en efficacité. Donc c'est là où je le trouve assez monstrueux, quoi. Vraiment. Bah, là, les actions que je décris, c'est que des paniers de SGA. Oui, donc on voit la tactique. Il a été efficace globalement. Voilà, il est efficace globalement et tout ce qui rentre, c'est tellement dur, quoi. Ouais.
Je vous lis. Le titulaire, c'était Post. Il pique la place de Looney. Ok. Il a un bon jeu au poste, Quinten. Bravo. En tout cas, il n'était pas en retard sur ce match-là. L'objectif, c'était aussi de faire du stretch avec Quinten. Mais bon, c'était trop limité. Mais parle-moi d'Amzao. Parlez-moi de Quinten Post, là, qui est un peu la surprise depuis une semaine, j'ai l'impression. Il sort d'où? J'ai vu qu'il y avait 2-3 aficionados de draft qui étaient en mode « Ah, on vous l'avait dit qu'il était bon, Quinten Post. C'est quoi à peu près comme profil? Qu'est-ce qu'il donne? C'est quoi? C'est un pivot, c'est ça? Un pivot qui a un peu de shooting, d'après ce que j'ai compris. Donc il y a un peu cette idée-là. Je continue, hein, on voit les highlights, hein, pareil. Regardez la rotation en deuxième rideau sur un pick and roll sur le côté. Voilà, Guy Santos qui est prêt à venir aider. Et d'ailleurs, je crois qu'il abandonne un mec qui s'appelle Isaiah Joe. Et pourtant, il abandonne. Vous voyez, OKC fait exprès, on est en deuxième mi-temps. OKC a compris, ils font exprès de mettre Isaiah Joe dans le corner. Comme ça, quand le mec vient aider, c'est Isaiah Joe qui est laissé ouvert. Mais voilà, clairement, je pense qu'il y avait l'accent qui a été mis sur ces rotations très très tôt et très agressives dans la raquette pour forcer SGA à prendre ce genre de tir. Et comme tu dis, il les a tous mis, lui. Je pense que si on avait eu une réussite à peu près normale sur les 3 points de OKC, peut-être que le match aurait été gagné. Mais là, en l'occurrence, tout est bien tombé côté Golden State, quoi. Oui, il y a le chat sur le stream, ouais, effectivement. Un big qui shoot très bien, on nous dit. Ok, c'est un bon joueur pour avoir une double timeline. J'ai pas la blague. C'est par rapport à la poste, c'est ça? Ouais, mais je vois pas la timeline et la poste. Par contre, donc du coup, Quinten Post et Guy Santos en rotation pivot, effectivement, quand tu dis des bouts de bois, c'est vraiment des bouts de bois, quoi. Ah ouais, oui, effectivement. Le trade rêvé de la trade deadline, en fait, c'est une deuxième star offensive qui arrive aux Warriors. Oui, c'est pour ça qu'on aimait bien Butler, hein. Mais je pense on rêve de Butler et ça va se finir en Vucevic, hein. Je crains un peu ce truc-là. Aucune idée d'où il sort, j'avoue, il faut demander au Scout. Alors Scout, ça s'écrit pas comme Anderson, hein. Scout, c'est S-C-O-U-T, comme le scouting de Baden-Powell, hein. Tu vois, si je te montre un exemple de Scout, hein, voilà, je te Google Images, Scout, tu vois, c'est pas pareil que Scout Anderson. Voilà, le scoutisme, hop. Tu vois, c'est ça D'Amzao, les scouts. Alors, pas exactement, mais ça s'écrit comme ces scouts-là, quoi, pour le coup. Bref. Hipster de draft, poste, ok. Intéressant avec des mains et du shoot, mais très limité. Ouais. Donc, pour un rôle précis, quoi. Défensivement, il y a encore des progrès à faire, ouais. Ok, mais il a été drafté où? C'est non drafté ou c'est deuxième tour? Dites-moi. Dites-moi. Tout le monde a été bon aux Warriors aussi. Ils voulaient Vucevic alors qu'ils ont déjà MDR. Oui, en un sens. Après, la différence avec Vucevic, c'est 30 millions de plus, hein, pour le coup. Non, mais voilà, tu vois, au-delà de... on va pas... Encore une fois, hein, vu que j'ai pas vu le match, je vais essayer de pas trop analyser tactiquement au cas où je tomberai juste. Hein, mais non, le fait de faire ça sans Draymond Green, pour moi, ça montre la puissance et le pouvoir aussi des schémas et ce côté collectif et l'aspect collectif de la défense NBA actuellement, quoi. Ouais, c'est plus autant, c'est pas autant un défenseur transcendant, c'est un effort collectif et notamment ce côté boucher la raquette, ça se fait pas qu'avec un mec, quoi. Clairement, ouais. On m'a demandé de mettre le tir de Curry, je vais essayer d'aller le mettre. Il va finir en All-Hipster Team, l'ami Post, ouais, je pense aussi. Le Thunder, on s'inquiète ou pas en lettres capitales? Non, très clairement pas. 3 ans aux Eagles de Boston College. Quel est le dernier joueur de Boston College à avoir joué aux Warriors? J'attends votre réponse. Il y en a 2. Et d'ailleurs les 2 étaient coéquipiers ensemble. Question pour les fans des Warriors, dites-moi. Est-ce que tu as vu la vidéo de Ben Taylor sur la défense de KC? T'as déjà des briefs? Non, je l'ai pas vu encore. J'ai pas vu. Bon, après Ben Taylor, on peut y aller les yeux fermés, hein, en général. Mais si, je crois que j'ai vu passer les... Je crois que je les ai tweetés d'ailleurs, même les graphes. Mais grosso modo, c'est ce côté, le jeu des possessions en fait, hein, l'aspect de playmaking défensif incroyable, quoi, pour le coup. C'est plus dur de défendre en NBA aujourd'hui qu'autrefois, j'imagine. Bah ouais, avec l'espace, c'est pas pareil. Alors plus dur, je sais pas, en fait c'est juste différent. Avant, t'avais une NBA plus de duel, finalement, où le jeu était plus statique et moins d'espace. Donc en fait, ce qui était fort avant, c'était être capable de tenir toi 1 contre 1, grosso modo. Un peu la NBA de duel, hein, que ce soit duel d'isolation, duel de post-up. Aujourd'hui, en fait,
il y a cet aspect de QI basket parce qu'il faut défendre l'espace, donc il y a des rotations à faire, il y a plus de trucs à gérer. En fait, c'est pas que l'un est mieux que l'autre, hein, c'est juste que c'est des jeux différents finalement. Je pense que c'est quand même intellectuellement vachement plus demandant et dans un effort physique intense. Je pense que c'est quand même assez hardcore à l'heure actuelle ce qui se passe. En plus, ils ont l'air de quand même beaucoup changer, quoi. Enfin, changer de schéma régulièrement et tout, enfin en permanence, en adaptation. Je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Tant plus ça bouge, plus c'est compliqué pour moi de toute manière. Oui. Aujourd'hui, il y a plus de requis de compréhension du jeu finalement. Là où avant, tu avais plus des requis de puissance, de ce côté duel, quoi. Et là encore, hein, tu mets un Bruce Bowen dans les années 2020, je suis pas sûr qu'il y tienne, mais après tu mets je sais pas qui, tu mets un défenseur tu mets Cason Wallace dans les années 2000, je suis pas sûr qu'il y tienne aussi bien non plus, quoi. En fait, c'est juste des jeux différents, quoi. Il y a pas forcément qu'un meilleur que l'autre, hein, je trouve. C'est l'évolution du jeu, quoi. C'est comme ça. Vous avez pas la réponse apparemment pour qui sont les derniers de Boston College. Si je vous dis un mec qui a été drafté avant SGA, justement, ça vous parle ou pas? C'était pas Robinson, il y avait pas Robinson juste avant lui. Est-ce qu'il y a des vrais fans des Warriors ici qui vont reconnaître ça? Est-ce qu'il y a des vrais fans des Warriors ou pas? Est-ce qu'il y a des fans des Warriors qui ont vécu la saison 2020 ou pas? Parce que Jérôme Robinson, on le connaît. Mais qui est cet homme à côté? Qui est cet homme? Oui, Tom nous dit Boston College, c'est pas Reggie Jackson. Oui, tout à fait. Non, c'est pas Knox qui était le coéquipier de Jérôme Robinson. C'était Kai Bowman, exactement, tout à fait. Bowman était aux Warriors 2020, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises. La fameuse année un peu ajoutée à la poubelle. Et oui. Et Robinson qui était son pote. Mais j'aimais bien les deux. Et les deux ont rien fait. Voilà, suivez-moi sur Twitter pour les analyses de draft. Bref, donc voilà pour les matchs du jour. Bah tiens, on a déjà une bonne émission au final, alors qu'on n'a pas pu trop développer un match tactiquement. On en parle un peu de tout. Cela dit, c'est pas plus mal parce que comme dit, j'ai vu aucun match en détail, donc au final, voilà. Bien, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui sont encore réveillés pour le j'ai joué avec ou pas? Ah, le tir de Curry, pardon, excuse-moi Daimzao. Je vais le mettre, c'est lequel? C'est vers la fin, c'est ça? C'est celui-là, peut-être. On est prêt, on nous dit. Voilà, c'est celui-là, le pull-up. C'est ça que tu voulais voir, Daimzao? Effectivement. Ouais, j'ai vu passer, j'ai vu que on nous disait, ouais, c'est aussi pour ça que qu'il faut faire des prises à deux. Non, alors c'est peut-être pas celui-là, milieu de terrain. Ah, il a pas compté, d'accord. Ok. Bref. Le j'ai joué avec Vince. Est-ce que t'es prêt? Oui. Est-ce que dans le chat, prêt. Vous êtes prêts dans le chat ou pas pour le j'ai joué avec? Hop, je vais laisser un peu défiler des paniers pendant ce temps. Il faut mettre le poster de JP2 plutôt. Alors attention, je vais vous le mettre si vous voulez, mais c'est pas très radiophonique pour le coup, pour penser aux gens qui écoutent demain le podcast, il est au Cutting Dunk Shop. Oui, ça doit être ça. Bref, est-ce que vous êtes prêts pour le j'ai joué avec? Je rappelle les règles du jeu. Le j'ai joué avec, on cherche un joueur mystère. On le cherche avec ses coéquipiers les plus fréquents en carrière NBA. Voilà, le poster de Gary Payton, vous l'avez vu, c'est parfait. Pas trop de réactions dans le chat, peut-être que tout le monde dort. Bien, on va y aller. Je vais mettre le chat ici même, comme ça je vois qui c'est qui le trouve en premier. On est parti? Est-ce que t'es prêt, Vince? On est parti? Oui. Allez, on cherche un joueur mystère. Allons-y, le 50e joueur le plus fréquent, 50e coéquipier le plus fréquent, c'est CJ Miles. CJ Miles. À l'ancienne. Ouais. Le 49e, c'est Isaiah Livers. Okay. Isaiah Livers. Ma foi, qui était plutôt pas mal. 48, Derrick Rose. Derrick Rose. 47, Willie Cauley-Stein. 46, c'est Trevor Booker. C'est pas Devin Booker. Wow. C'est Trevor Booker. Le premier Booker de NBA. Avant Devin. Enfin, le plus ancien en tout cas. Pour le coup. Trevor Booker, faut se souvenir d'où est-ce qu'il a joué. 45, c'est Marvin Bagley. Ok, donc il y a du Kings quand même dans le lot. Il y a du Kings, je ne suis pas ça serait sûr. pas, parce que avec Cauley-Stein, je pensais. Kings. Pas forcément aux Kings, ok.
Exactement, Tom. Tu as compris qu'il y avait du jazz avec Trevor Booker. Non, c'est pas Hawkins, Bagley. 44, c'est Glenn Robinson. Glenn Robinson, the third, pardon, pas le papa. Glenn Robinson, the third, évidemment. Donc ça, si je vous dis Glenn Robinson, Marvin Bagley, Isaiah Livers, c'est du Pistons. Effectivement, Pistons, ça ressemble un peu aux Pistons. 43, Devin Harris. Tiens, où est-ce qu'il a joué avec Devin Harris, tiens? J'ai un trou là d'un coup. Ok. Oui, ok. Ah bah tiens, j'avais oublié ça. Ouh là, j'avais oublié. Effectivement. J'avais oublié. Numéro 42, c'est Jericho Sims. Okay. Bon, ça c'est New York. Numéro 41, c'est Trey Lyles. Il a joué avec Trey Lyles. Je pense que c'était à Détroit, encore une fois. Donc, indice, on est sur le Détroit très très mauvais de l'époque. Hein. Ok. Numéro 40, c'est Randy Foy. Wow. J'avais oublié qu'il avait joué là aussi, effectivement. Randy Foy. Du coup, attends, et Jericho Sims, il est depuis 2 ans, de toute façon, 2 ans en NBA à New York. Jericho Sims, c'est assez récent. Il a fait à 4 ans quand même. Hein. Ah, quand même? 4e année. Ouais. 4e année. Numéro 39, c'est Joe Johnson. Et donc ça serait où, Joe Johnson? Je vais te dire où est-ce qu'il a joué avec Joe Johnson. C'était. Attends, j'ai un doute là d'un coup. Ah, c'est peut-être la fin de saison à Utah, où Joe Johnson arrive à Utah, il met un buzzer beater en playoff contre les Clippers. Ça te parle ça ou pas? Il fait... Je crois. Hein. Ça doit être la saison aussi avec Boris Dio. Attends, à Utah, il n'y avait pas le mec qui est parti en Europe et qui est revenu, qui est à Dallas maintenant? Dante Exum. Non, Dante Exum, ouais, c'était pas lui. Non, mais effectivement, on est par là. On est dans ce jazz-là. Un mec qui a fait le jazz, qui a fait les Knicks, qui a fait les Pistons. Donc, 38, c'est Jonas Jerebko. 37, Isaiah Stewart. Oui. Isaiah Stewart en 37. 36, c'est Diante Garrett. Alors là, qui connaît Diante Garrett? 90 matchs au compteur, dont 71 avec notre ami... 67 avec notre ami Mystère. Bon, 35, Miles McBride, t'as compris, New York. 34, c'est Ekpe Udoh. Donc ça, c'est... c'est le jazz. Hein. Il faut que je tente, c'est des mecs du jazz, donc Bogdanovic. Bogdanovic, non. Non. Alors qu'on l'a trouvé dans le chat, bravo. Numéro 33, c'est Jalen Duren. Bon, Détroit. Ok. Numéro 32, c'est Desmarais Carroll. Desmarais Carroll. C'est de l'impératif. Hein. Desmarais Carroll. C'était aussi à Utah. Utah 2013. Utah 2013, Desmarais Carroll, Randy Foy. Donc c'est un mec qui a fait du Utah entre début 2010 et fin 2010, avant de partir ensuite New York, Détroit. Il y avait Oud. Non, pas loin. Un peu à côté. Oud, il arrive. Oud, il est encore à Duke en 2014. Il arrive après. On parle d'un mec qui, je crois, a été drafté avant Klay Thompson. Je crois. Richard Jefferson, 30e. Et attends, il y a. Ça m'aide pas. À New York, il y avait Burks. Exactement, c'est Alec Burks, bravo. Oh. Bravo, c'est Alec Burks, notre ami Alec Burks qui a fait beaucoup d'années à Utah avant ensuite. Mais en fait, moi j'ai pas souvenir de lui à Utah en fait, enfin pas tant que ça, c'est plus New York en fait finalement. Ouais, bah, en fait, il se fait drafter par Utah loterie, hein, et c'est un peu le côté le scoreur pour le futur. En tout cas, on l'espérait, et finalement non. On dit bravo à Jedi Padawan qui a eu Alec Burks très très vite. Bravo à toi. Qui c'est qui l'a trouvé aussi? Tom qui l'a trouvé bien sûr, Alec Burks. Et je crois que les autres étaient un peu dans le truc aussi. Bravo Lavoine, comme dit Daimzao, bravo Lavoine. Et donc le jeu n'est pas fini, puisque maintenant il faut deviner le top 15 des coéquipiers les plus fréquents d'Alec Burks. On est parti, le chat, je vous attends, je vous écoute. Il n'y a pas Gobert? Gobert est 4e, bravo. Gobert, 195 matchs, tout à fait. Favors, en effet,
Bravo Garincha. Favor, c'est le coéquipier le plus fréquent de la carrière de Alec Burks. 358 matchs. Bravo, numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi Kanter. Est-ce qu'on a Kanter? Oui, Kanter est 3ème. 220 matchs pour Enes Kanter. Tout à fait. On nous dit aussi quoi Hood, du coup. Est-ce que Rodney Hood est par là? Oui, il est 7ème. 7ème Rodney Hood. Bravo. Mitchell, je ne crois pas qu'il soit top 15, Mitchell, parce que Mitchell arrive à la draft 2017. Et je pense que il se fait échanger un peu juste après, je crois. Ouais, donc 84 matchs ensemble, effectivement. Burks et Mitchell, donc il n'est pas top 15. Hayward, bravo, Gordon Hayward, 2ème, 289 matchs. Tu n'hésites pas, hein, Vince, hein, si tu as à m'interrompre. Non, Ingles, bravo, Judge Jasman, bien sûr, Joe Ingles est 5ème. Le 6ème, vous allez galérer. George Niang, je ne crois pas. Je vais quand même vérifier, mais Niang, je ne le vois pas. Si, il est 108ème, Niang. 21 matchs. Clarkson n'est pas top 15. Non, il est 78ème, Tom. Les Knicks, bravo, Axel qui nous dit Quickly et Barrett. En effet, Emmanuel Quickly est 8ème et Barrett est 9ème. En effet. Tout à fait. On nous parle de Trey Burke. Tout à fait, Tom. Il est 13ème, Trey Burke. 121 matchs. Tu sais, c'était le fameux backcourt Vince, Trey Burke et Alec Burks. C'est dommage qu'ils aient rien fait, parce que ça aurait été marrant. Un duo, ils auraient pu avoir un surnom, tu sais, les Burks, du coup. Un truc comme ça. C'est pas dans Grey's Anatomy qui s'appelle Burke aussi, le mec? Oula, je l'ai loupé, celle-ci. Ah ouais? Aucune compétence. Les premières saisons, là, le cardio, non? C'est vieux, ça. Je crois qu'il s'appelle Burke. Bref, excusez-moi, pardon. Preston Burke, oui, voilà, merci, Titi Carlito. Tout à fait. On a les mêmes références. C'est-à-dire, dans mon cas, j'ai pas regardé depuis plus de 10 ans, je pense, Grey's Anatomy. Rubio, est-ce qu'on a Ricky Rubio? Pas dans le top 15, non. Pas dans le top 15. Tom, il parle de Jake Roder, ouais, pourquoi pas. Ricky Rubio est 28ème. Randall. Oui, Randall est 11ème. Bravo. Où est-ce que j'en suis? Il n'y aurait pas de Jake Roder, nous dit Tom. Vérifions. Est-ce que Jake Roder est par là? Je ne le vois pas dans le top 15, en tout cas. Faisons une recherche. Jake Roder, non, pas du tout même. Mais non, parce qu'il arrive à Utah en 2018, Jake Roder. Il arrive en 2018 avec l'échange, faire un cours de saison des Cavs, et je pense qu'il n'y a plus Burks à cette époque-là. Et je me demande même si Burks n'est pas impliqué dans l'échange. Pat Burke, le pivot des Suns, je l'ai pas celle-là. Qu'est-ce que tu veux dire? George Hill ou Shelvin Mack? Je pense qu'ils ont dû se croiser, mais pas dans le top 15. Alors George Hill, non, apparemment pas. Et Shelvin Mack, hop, il est 114ème. Bogdanovic, Pistons, Knicks, peut-être, nous dit Axel. Je ne le vois pas top 15, mais je peux vous donner des indices alors. Vince, on a parlé de Quickly, on a parlé de Barrett, on a parlé de Randall. Il manque un Knicks. Un Knicks. Mitchell Robinson. Mitch Rob est 21. Il manque un autre Knicks. Ah, j'ai vu Topin dans le. Exactement, Obi Toppin. Bravo. Un autre jeune des Knicks. Tout à fait. Obi Toppin est 10ème. Tout à fait. Le 12ème. Il manque le 12ème. Non, il n'y a pas Carmelo. Il n'y a pas Brunson. Non. Il n'y a pas. Alors, on nous dit quoi? On nous dit Millsap. C'est moi qui ai bugué. Non, en fait, Millsap est 12ème. C'est moi qui ai bugué. J'alterne les yeux entre le chat et la liste. Il manque le 6ème. Je vais vous donner un indice. Ok? Le 6ème indice, McClung. Est-ce que vous allez comprendre cet indice? Est-ce que vous connaissez McClung? Dunk, par exemple? Exactement. L'indice, c'est concours de dunk plus pas vraiment une carrière NBA. Dunk contest. Lavine, non. Et bravo à Garincha, c'est Evans, effectivement. 6ème coéquipier le plus fréquent. C'est Jeremy Evans. 137 matchs en compagnie de Alec Burks. Je vais vous le mettre à l'écran. Jeremy Evans qui vraiment a été... Vraiment, il a fait une carrière à Utah, mais t'as l'impression que c'était que pour le concours de dunk, hein, pour le coup. Mais ouais.
Ça a pas donné grand-chose ailleurs. Bravo Garincha, bravo. Il nous manque le 14 et le 15. Alors, 14 et 15, on est sur Utah 2013. Ou Utah, non, 2012, pardon. Utah 2012 qui fait les playoffs, qui s'est balayé par les Spurs au premier tour. Pensez qui était la star de cette équipe de Utah à l'époque. C'était pas encore Favors. C'était pas Enes Kanter non plus. C'est quelqu'un qui a ensuite été le go-to guy d'une autre équipe un peu nulle. Exactement. Al Jefferson, nous dit Tom et Garincha. Bravo les gars. C'est Al Jefferson, tout à fait. Al Jefferson, 14e. Et puis le 15e. Le 15e, si je vous dis malédiction, à quoi vous pensez? Vince, si je te dis en NBA une malédiction, ça te fait penser à un truc en particulier, malédiction ou pas? Je sais pas. Pas un joueur, à une trend. Sur quoi en particulier on dit en NBA c'est la malédiction du... d'un pic de draft, c'est ça? Oui, lequel? Oh, je sais jamais. C'est le combien qui est maudit? Je sais pas. Non, c'est pas Hashim Thabit, mais ils ont compris, effectivement. C'est le second, le deuxième de la draft qui est un peu maudit. Mais alors, qui c'est qui ont sélectionné? Qui était deuxième pick de draft, un peu maudit, et qui, mine de rien, a fait 118 matchs avec Alec Burks. Je peux vous donner 2 indices de plus. Le premier, c'est contract year. Voilà, le spécialiste des contract year. Autre indice, Chris Paul. Chris Paul, contract year, second pick de draft. Je peux pas vous dire plus. C'est toujours du vieux Utah. Utah 2012. C'est ça, ouais. 2012. Marvin 2013. Williams. Exactement, Marvin Williams, ouais, tout à fait. Marvin Williams, qui est le spécialiste des contract year. Le mec a été drafté devant Chris Paul en 2005. Et oui, c'était Marvin Williams. Je connais même pas le joueur puré. Oui, effectivement, c'est pour les vieux. C'est pour les vieux. Effectivement, le Marvin Williams, ouais, effectivement. Bref, ça nous fait le top 15, hein. On a tout le monde. Tu vois, c'est quand même beaucoup de jazz et beaucoup de Knicks, hein, au final, pour ce cher Alec Burks. Il y a un truc qui me fascine, c'est quand tu vois les mecs, il y a des mecs avec qui ils ont joué quand même, tu te dis c'est pas une grande carrière quand même, quoi, tu vois. Et encore Alec Burks ça va, oui. Mais il y a des fois... Pourquoi maudit? En fait, c'est la malédiction du deuxième pick de draft. Alors ça va, je crois que ça va peut-être un peu mieux dernièrement. Mais tu prends le deuxième pick de draft, à chaque fois il y a ce truc de en fait ils sont nuls, quoi. Alors 2022 c'est Chet, ok, ça va un peu mieux. 2021 c'est qui déjà? C'est Cade, et deuxième c'est Mobley ou Jalen Green, je sais plus. Non, mais grosso modo t'avais plein d'années où, bah tu vois, 2008 Michael Beasley, 2009 Hashim Thabit. Il n'y a pas eu du Greg Oden aussi, non? Je dis une bêtise. Non, Greg Oden était premier, c'est Kevin Durant qui est le deuxième, donc c'est l'exception qui confirme la règle. Mais après, voilà, Marvin Williams en 2005, 2003, c'est Milicic, le deuxième. Tu vois, t'as que des trucs comme ça, quoi. La malédiction des deuxièmes picks de draft. Jabari Parker, 2014, ouais, effectivement. Wiseman et Jalen Green ont bien redressé la barre, ouais, exactement. Sam Bowie aussi, ouais, effectivement. Oladipo, alors Oladipo, c'est pas si mal que ça, Oladipo, quand même. Hein. C'est pas si mal que ça. Comparé aux attentes et comparé à la draft. Quand je vois Wiseman, j'ai des crises. Ouais, désolé. Bref, bah c'était pas mal, hein, dis-moi. C'était pas mal du tout. T'as quand même trouvé assez tôt, avant le top 30, je crois. Donc c'est bien. Bravo, très bien. Tu t'en es très bien sorti pour la première. Bref, on va s'arrêter là. On a déjà 2 heures. Je pense pas qu'on ferait aussi long, mais voilà, c'était très cool. On a fait 2 heures. Dipo s'est maudit par les blessures. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je te l'accorde. Mais tu vois, les autres, ils sont maudits parce qu'ils sont nuls. C'est la malédiction de t'es nul, quoi. Hashim Thabit. D'ailleurs, on peut rajouter MKJ dans le lot. Bref, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vince, d'être venu un peu au pied levé. C'était un vrai plaisir. Moi aussi. Ça va, c'était pas trop chaud, pas trop dur? Non, ça va. Écoute, je passe beaucoup de temps à t'écouter, donc voilà, ça me permet de réagir en direct, c'est cool. Merci beaucoup au chat aussi, encore très actif ce soir, ça fait très plaisir également. J'espère que ça vous aura plu, une petite soirée tranquille comme ça, pas trop de tactique aujourd'hui, juste de la bonne humeur et des critiques sur les Celtics. Voilà, ça se fait. Merci à tous,
On se dit à bientôt du coup. À demain, sans doute. À demain, passez une bonne nuit. Ciao. Salut.